Donc, vous avez compris, hein, c'est une première expérience d'un séminaire à la fois en présentiel et à distance. C'est presque plus compliqué d'organiser un séminaire à la fois en présentiel et à distance que seulement à distance. Alors, on est absolument pas, je veux dire, on est tout à fait conscient hein, des limites de l'outil, mais vous avez compris, vous avez vu qu'en Israël, la deuxième vague se précise et se confirme. Vous avez vu qu'il y a aussi d'autres pays où la situation redevient compliquée. Et donc, on est obligé de se préparer au CRFJ comme ailleurs à peut-être des mois à venir qui vont être compliqués. Et voilà, évidemment, le webinaire Zoom pourra être un des outils. Donc, voilà, c'est vraiment un numéro zéro. On vous demande de la bienveillance, de l'indulgence. Ce n'est pas si simple que ça hein, d'être aussi nombreux, de partager les écrans, etc. Mais on vous demandera ensuite de nous dire ce que vous en avez pensé, au-delà des questions hein, sur les contenus. Voilà, alors la première chose que je voudrais dire très rapidement en introduction, c'est que ce séminaire, il est pensé dans la transversalité. C'est-à-dire que je voudrais remercier particulièrement Estelle et Julien qui sont ici. Estelle Ingrand-Varenne, médiéviste, épigraphiste, historienne. Julien Vieuguet, archéologue. C'est tous les deux hein, qui ont eu l'idée et l'initiative de ce premier séminaire consacré à la question des archives. Donc, transversalité entre les chercheurs du CRFJ, vous l'avez compris, tous les chercheurs du CRFJ sont réunis aujourd'hui. Et puis, donc, transversalité qui permet hein, une meilleure cohésion, une meilleure cohérence entre nous. C'est toujours un sujet d'interrogation, Covid-19 ou pas. Donc, transversalité entre les chercheurs du CRFJ et puis transversalité entre le CRFJ et le projet Archival City, puisque je me retrouve pendant ces années hein, avec la double responsabilité éminente et première du CRFJ et puis direction aussi du projet Archival City dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a un projet hein, au-delà de ce séminaire de pérenniser peut-être le format, de le poursuivre, peut-être avec une dimension de formation continue sur les outils de description des archives, on va en parler tout à l'heure, mais on pourrait aussi faire d'autres séminaires transversaux sur des objets communs comme la cartographie, comme des questions d'écriture. Enfin, voilà, on considère ce premier séminaire transversal comme une première expérience qui pourrait être reconduite dans les mois qui viennent. Donc, transversalité. Le deuxième mot-clé, évidemment, c'est les archives et le retour aux sources. Je crois qu'il faut prendre cette formule, retour aux sources, au pied de la lettre. La période qu'on vit est très difficile pour tout le monde, y compris pour les chercheurs. La communication est évidemment moins facile entre nous, il y a moins de colloques, il y a moins de rencontres, et donc on a tendance à vouloir revenir aux sources, retourner aux sources, se tourner vers les sources de notre travail. Et les archives, évidemment, c'est évidemment ce qui est le plus, sans doute ce qui est le plus évident pour cela. Donc, retour aux archives et en même temps, nos terrains sont très largement inaccessibles. Les terrains de fouilles sont plus difficilement accessibles, les fouilles sont plus difficiles à organiser, voire impossibles à organiser. Les bâtiments, certains bâtiments sur lesquels peut travailler Estelle pour l'épigraphie sont moins accessibles, et puis des salles de lecture, y compris des salles d'archives, sont moins accessibles également. Donc la question qu'on voudrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les archives papier peuvent être une alternative aux archives de pierre ou aux archives du sol, hein, pour reprendre une expression chère aux archéologues. Et dans le cas où les salles de lecture de ces archives seraient inaccessibles, est-ce que les archives numérisées pourraient être des alternatives aux archives papier? Donc il y a cette double dimension hein, des archives comme alternative au terrain et des archives numérisées éventuellement comme alternative aux archives papier quand elles sont elles-mêmes inaccessibles. Voilà. Et puis le deuxième point que je voudrais ajouter sur cette question des archives, c'est que on doit être évidemment très conscient du risque de fétichisme de l'archive, qui en fait a à voir avec le fétichisme de l'objet ou de l'artefact.
C'est-à-dire qu'une archive, hors de son contexte, ne parle pas plus qu'un objet ou qu'une inscription. Voilà. Et donc, voilà, on va essayer de filer aujourd'hui ce parallèle entre l'objet de la recherche lui-même, un terrain de fouille, une inscription, un événement historique, un processus historique, et puis son archive ou ses archives. Évidemment, le mot-clé, c'est la question du contexte. Une archive, pour être correctement analysée, doit être mise en contexte, de même que n'importe quel objet découvert par les chercheurs. Et donc, la question essentielle qu'on doit se poser, c'est de quoi l'archive est-elle la source, finalement? On veut revenir aux sources, mais aux sources de quoi? Est-ce que l'archive, alors pour un historien, l'archive, généralement, c'est le reflet ou la trace ou l'empreinte d'un événement. Mais pour un archéologue, l'archive, c'est la trace d'une fouille. Hein, ce sont les archives de la fouille et non pas les archives du terrain lui-même. Donc, il y a encore j'allais dire, une couche supérieure dans le cas de l'archéologie et dont Julien Vieuguet va nous parler en particulier. Mais dans le cas de l'épigraphie également, hein, l'empreinte épigraphique n'est pas littéralement l'artefact de l'inscription. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, hein, de quoi l'archive est-elle la source, de quoi les archives sont-elles la source. Et puis le troisième et dernier point que je voudrais développer dans cette brève introduction, c'est la question de la mise en ligne et de la valorisation des contenus. Diriger un centre de recherche à l'étranger en temps de Covid-19, c'est évidemment assez vertigineux. Être chercheur à l'étranger en temps de Covid-19, c'est vertigineux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut encore faire quand on peut pratiquement pas prendre l'avion, quand les étudiants sont empêchés de prendre l'avion, quand on ne peut pas ouvrir les terrains de fouille, quand les terrains d'analyse sont inaccessibles, eh ben, on peut évidemment être tenté de travailler plus sur les outils de mise à disposition à distance, donc les archives numérisées, donc les inscriptions numérisées, donc éventuellement les archives de fouilles ou les restitutions de fouilles en 3D, avec évidemment, encore une fois, cette question du mirage. Un historien sait très bien qu'une archive numérisée n'a absolument pas la même valeur heuristique et méthodologique qu'une archive papier, hein, pour des questions de matérialité, des questions d'encre, des questions de contenant. Et un archéologue ne confondra jamais une restitution 3D, même excellente, avec la vision in vivo du terrain. Donc voilà, on sera évidemment attentif à ce mirage de la numérisation et en même temps, en particulier en temps de crise sanitaire, on cherchera évidemment les moyens d'accentuer cette mise à disposition à distance des archives au sens large. Et à ce moment-là, se pose la question, ça va être l'objet de toute la journée, se pose la question de la description des archives, hein, puisque vous connaissez ce fameux slogan des bibliothécaires et des bibliothèques, un livre mal rangé est un livre perdu. Hein, et c'est vrai, si vous avez mal rangé un livre dans une bibliothèque, il est perdu en réalité, c'est comme si vous l'aviez mis à la poubelle. Ben, on pourrait en faire un parallèle pour les archives, et les archivistes le disent souvent, une archive mal décrite est une archive perdue. C'est-à-dire une archive qui ne sert à rien, qui ne peut pas être trouvable, et donc qui ne peut pas être trouvée, et donc qui ne peut pas être analysée. Donc la question de la description des archives est évidemment la question centrale, et donc la question des outils de description. Voilà. Donc pour vous présenter le projet Open Jérusalem, alors comme vous êtes du coup vos caméras sont coupées et que vous êtes devant vos ordinateurs connectés, je vous suggérerais de cliquer tout de suite sur le lien www.openjerusalem.org qui apparaît sur le PowerPoint, ou si vous n'arrivez pas à cliquer, d'aller dans Google, et donc comme ça vous pourrez vous promener un petit peu sur le site Open Jérusalem pendant que je vous présente très très rapidement ce projet. Alors, le projet Open Jérusalem, c'était un projet ERC financé par l'Europe sur la période 2014-2019. Donc, c'est des projets très, très bien dotés, hein, quasiment 1 500 000 €, avec le support logistique du CRFJ, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui se sont faites évidemment ici.
Donc, sur 5 ans, une soixantaine de chercheurs dispersés dans une quinzaine de pays. Et l'enjeu de ce projet, c'était d'identifier, de localiser, de collecter, de quelle manière on va le voir, de décrire, puis de valoriser les archives, au sens large, sur l'histoire contemporaine de Jérusalem. À ce jour, on en est à 35 000, même 38 000 items archivistiques décrits. Donc, un item archivistique, ça peut être une page, un courrier d'une page, ou ça peut être un dossier de 200 pages. Voilà, c'est pour ça qu'on a à peu près en ce moment, j'avais noté 80 000 images, mais aujourd'hui 100 000 images sur le site. Voilà, alors le concept du projet, il était très simple, il s'agissait de renouveler et de croiser les sources sur l'histoire contemporaine de Jérusalem, mais évidemment, c'est sa mise en œuvre qui était complexe. L'idée, c'était d'abord de renforcer l'historiographie sur une période, sur la fin de la période ottomane, la période mandataire. J'ai quelqu'un dont le micro n'est pas coupé a priori dans l'oreillette, mais s'il se reconnaît. Donc voilà, il y avait une volonté de travailler mieux sur la fin de la période ottomane et mandataire, qui était moins travaillée que les époques bibliques, les croisades ou le conflit israélo-palestinien. Sur le plan thématique, il y avait l'idée de renouveler l'histoire de Jérusalem en faisant de l'histoire urbaine et de l'histoire de la citadinité. Donc un petit peu moins d'histoire, on va dire, à connotation religieuse, et un petit peu moins d'histoire à connotation géopolitique au sens large. Et donc évidemment, ça va avoir des incidences dans les choix des archives qu'on avait retenues ou priorisées. Et puis, l'autre idée, c'était évidemment de construire une équipe très très large pour dépasser les outils, pour dépasser les obstacles, soit géopolitiques pour le coup, un checkpoint, une frontière que quelqu'un ne peut pas passer, un Israélien qui ne peut pas travailler à l'Est ou un Palestinien qui ne peut pas travailler en Israël, mais surtout les obstacles linguistiques, bien sûr, puisque il s'agissait de travailler dans une douzaine de langues et dans plusieurs alphabets y compris. Et donc, l'idée, c'était de rassembler une équipe multilingue et de mettre en commun ces différentes sources en les décrivant, non pas seulement dans la langue du document, mais en les décrivant dans une langue commune, matrice, qui était l'anglais. Ce qui permettait donc de créer un moteur de recherche commun, transversal, à ces différentes archives. Alors voilà, un seul exemple, vous avez une photographie. Donc ça, c'est un événement. Enfin, pour l'historien, c'est un événement, un petit événement, le 27 novembre 1901, en fin de matinée, entre la porte de Jaffa et le quartier actuel de Yemin Moshe, sur la route qui va vers Bethléem, vous avez une fontaine qui existe toujours. À l'arrière, vous avez Yemin Moshe et le moulin. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose. Il y a des gens qui sont rassemblés et voilà, avec une photo un petit peu officielle. La démonstration, elle est simple, elle est de dire que si vous n'avez pas accès à au moins 6 fonds d'archives dans plusieurs pays et dans plusieurs langues, vous ne pouvez pas comprendre cet événement et cette photographie. Vous ne pouvez pas l'analyser, vous ne pouvez pas la comprendre. Il vous faut l'accès aux archives impériales ottomanes parce que les travaux qui sont célébrés ici ont été organisés dans le cadre de l'Empire ottoman, et la plupart des archives qui documentent ces travaux se trouvent à Istanbul. Il vous faut l'accès aux archives municipales de Jérusalem, qui se trouvent donc à Jérusalem, parce que c'est l'ingénieur municipal qui a conduit concrètement sur le terrain les travaux. Il vous faut l'accès aux archives islamiques du Waqf de Jérusalem à Abu Dis, donc de l'autre côté du mur de séparation, parce que c'est le Waqf islamique qui a financé ces travaux. Il vous faut l'accès aux archives du Palestine Exploration Fund à Londres, parce que la photographie que l'on voit, elle est conservée aujourd'hui au Palestine Exploration Fund, parce qu'elle a été envoyée là-bas. Il vous faut l'accès aux archives du German Protestant Institute du Mont des Oliviers, parce que c'est un archéologue du German Protestant Institute qui a pris cette photo et qui l'a décrite, et donc qui nous dit qui sont les gens que l'on voit sur cette photo. Et puis, il nous faut l'accès aux archives de l'Alliance israélite universelle à Paris, parce que si on a eu une cérémonie organisée spécialement ici, c'est pour mettre en valeur le fait qu'un point de distribution d'eau potable était installé à côté du quartier juif de Yemin Moshe, et que donc c'était un projet municipal voilà, qui visait à partager la ressource en eau potable. Donc vous voyez, 6 fonds d'archives dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, et si vous en manque un, vous n'avez pas ce que les Anglais appellent the big picture, la compréhension globale de cet événement, vous n'en avez qu'un seul aspect. Les archives n'interdisent pas de hiérarchiser et de choisir. Voilà, c'est juste un rappel.
évident pour les historiens, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est que évidemment, le choix et la priorisation des archives va avoir à faire avec la thématique qu'on veut privilégier. Hein. Et donc, quand on veut privilégier des questions d'espace public au sens large, hein, tel que l'a conceptualisé Habermas, eh ben, on va aller prioriser certaines archives plutôt que d'autres. Voilà. Et les archives n'interdisent pas de réfléchir, c'est une boutade que Yann Potin pourra commenter tout à l'heure. Mais voilà, il s'agissait juste de rappeler hein, que ces différents massifs d'archives vont raconter, documenter des histoires différentes et que ces histoires différentes, il n'est pas forcément évident de les fondre dans un récit homogène et que donc il faut avoir l'agilité, comme nous l'enseigne Michel Foucault, de connecter l'hétérogénéité des récits et donc l'hétérogénéité des archives. C'est juste de rappeler que plus on multiplie les points de vue et donc les massifs d'archives, plus le récit peut devenir potentiellement incohérent. Il l'est puisque chaque point de vue raconte sa part de vérité. Et dans une ville telle que Jérusalem, on sait bien que ces vérités sont nombreuses. Voilà. Un petit point méthodologique hein, sur la méthodologie du projet. Donc, vous voyez, là, c'est une façon de cartographier un petit peu les différentes étapes que l'on a suivies. Pourquoi Ah oui, nous on est là. Alors, d'abord localiser, hein, enfin, d'abord identifier en fait les archives sur lesquelles on allait travailler, puis les localiser, ce qui est deux choses différentes. On peut identifier, on peut dire on doit travailler sur les archives de la Compagnie des Eaux, mais donc ça c'est une identification, mais après il faut les localiser au sens strict, dans tel bâtiment, dans telle ville, dans tel pays, etc. Ensuite, il faut effectivement prioriser, c'est-à-dire une fois qu'on avait, avec Yann Potin notamment, listé près d'une centaine de fonds potentiellement disponibles, il faut établir des priorités entre ces fonds. Il faut trouver des méthodes de collecte. Alors là, c'est un gros mot. Hein, voilà, comment on fait pour collecter, on va en dire deux mots. Et puis surtout, ensuite, il faut trouver des moyens de décrire correctement ces archives, si possible dans la langue native du document et en anglais, dans la langue commune. Et puis ensuite, il faut les valoriser. Voilà les différentes phases du projet Open Jerusalem. Hop, j'essaie de passer. Je n'y arrive pas, oui, si. Voilà, ça c'était juste pour cartographier les partenaires du projet, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée qui était porteuse du projet et puis les archives nationales. Voilà, donc la phase 1, localisée, hein, donc c'est bien une carte avec des points. Il s'agit d'aller à Addis Abeba, à Amman, à Yerevan, à Istanbul, à Londres. Ça c'était une carte provisoire, hein, il y a beaucoup plus de points qui se sont posés ensuite. C'est pratiquement les 2 premières années de travail. Ensuite, il s'agit d'essayer d'organiser en fait tous ces fonds. C'est-à-dire que tous ces fonds renvoient à des catégories, enfin des grandes catégories. Il y a des archives administratives, il y a des archives de chercheurs, il y a des archives diplomatiques. Enfin voilà, donc il faut faire des grandes boîtes et puis des petites boîtes et puis il faut les refaire petit à petit, sachant que chacun des contextes de conservation, il y a des cultures archivistiques différentes dans chacun des pays ou des continents. Donc, on va se heurter, on va dire, à des grandes catégories de classement qui peuvent se recouper, mais pas forcément, ou qui peuvent se recouper tout en portant d'autres noms. Donc, c'était un des enjeux passionnants du projet, c'était de retrouver une espèce de cohérence dans cette extrême diversité. Autre chose, donc ça c'est une autre carte heuristique qu'on avait construite, il s'agit évidemment de bien distinguer petit à petit, donc ça c'est la phase suivante, les auteurs des documents. L'auteur du document, c'est éventuellement, hein, c'est celui qui signe le document. Donc par exemple un consul qui signe un rapport ou un archéologue qui signe un plan. Ça c'est l'auteur. Le producteur du document, le producteur, c'est celui qui transforme le document en archive. D'accord ? Donc, c'est l'institution qui va décider que ce document devient une archive. Donc, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, qui décide que ce rapport rédigé par le consul ne doit pas être broyé
et va devenir l'archive numéro tant. Et généralement, c'est le moment où on pose une cote sur le document, cote qui est a priori stable. Donc l'auteur, le producteur, et puis le conservateur, l'institution de conservation. L'institution de conservation, ça peut être toujours le ministère des Affaires étrangères, dans un cas tubulaire, mais ça peut être, et en Israël-Palestine, c'est souvent le cas, ça peut être d'autres institutions, parce qu'il y a eu des ruptures historiques qui font que des massifs d'archives ont été récupérés par d'autres institutions. Et donc, on va retrouver, par exemple, un seul exemple, mais je reviendrai tout à l'heure, les archives du consulat d'Allemagne dans les archives nationales israéliennes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles ont été récupérées par les Israéliens et elles n'ont jamais été rendues. En fait, c'est des cas très, très banals. Mais donc là, il y a une rupture qu'il faut comprendre. Et donc là, l'histoire de la transmission des documents, mais l'histoire tout court, en fait, peut nous aider à comprendre pourquoi on ne trouve pas les archives du consulat d'Allemagne, par exemple, à Berlin, mais ici. Voilà. Donc voilà, bien distinguer les auteurs, les producteurs et les conservateurs des documents, sachant que ça peut être les mêmes institutions, 3 institutions ou 2 institutions. Et puis construire petit à petit des typologies de grandes catégories de producteurs de documents, puisque évidemment, la priorité, c'est d'identifier les producteurs des documents. Donc, je l'ai dit, ça peut être des administrations locales, ça peut être l'administration impériale à Istanbul ou à Londres, ça peut être des consulats, ça peut être des patriarcats. On a quand même des grands blocs. On peut penser que les patriarcats, le patriarcat grec, le patriarcat arménien, le patriarcat latin, peuvent avoir des objets communs, des objectifs communs, et donc que donc nous, en tant que chercheurs, on pourrait approcher ces archives avec des outillages conceptuels communs et des outils de description communs. Voilà. Donc on essaye, de même pour les consulats. Il y a toujours des archives de gestion, il y a toujours des archives du personnel, il y a toujours des archives politiques, des archives économiques. Voilà. Donc en identifiant des catégories d'acteurs, petit à petit, on va construire des catégories de description. Et puis, on va effectivement chercher à retracer les chemins, parfois directs, parfois sinueux, entre les producteurs et les conservateurs. Alors, 2 exemples, le rapatriement des archives du consulat italien à Rome, et puis les tribulations d'une série fiscale ottomane jusqu'à Sofia. Rome d'abord. Juste insister sur un point, la France est le seul pays au monde, on le sait maintenant, qui a mené une politique systématique de rapatriement de ses archives consulaires. Dans tous les autres pays, quand on va par exemple aux archives nationales britanniques et qu'on demande les archives du consulat de Grande-Bretagne à Jérusalem, on vous sort les registres de la correspondance reçue du consulat de Grande-Bretagne à Jérusalem à Londres. Donc c'est de la correspondance reçue, qui est à Londres parce qu'elle a été envoyée à Londres, mais c'est jamais que de la correspondance. Mais les archives brutes du consulat de Grande-Bretagne n'y sont pas, elles n'ont pas été rapatriées. Pareil aux États-Unis, pareil en Allemagne. La France est le seul pays qui a créé, à côté des archives de la Courneuve, où il y a les archives du ministère et la correspondance reçue, les archives de Nantes, qui sont ce qu'on appelle les archives rapatriées. Donc qui sont évidemment d'une très très grande richesse parce qu'on a toute la granularité de l'histoire en train de se faire. Et donc, pour une correspondance, un rapport consulaire de 3 pages, on peut avoir un épais dossier de 200 pages, 10 fois plus riche en termes de relief. Voilà, donc ça, c'était juste un… dans le cas de l'Italie, il y a eu des rapatriements partiels. Et donc, quand on a été aux archives du ministère des Affaires étrangères italien, on s'est rendu compte qu'en fait, les liasses arrivées de Jérusalem à Rome n'avaient pas encore été ouvertes. Donc, on a la photo que vous avez là, on a littéralement avec des ciseaux coupé les ficelles qui avaient été nouées par des agents du consulat d'Italie à Jérusalem. Voilà. Donc, on ouvre, et puis après, il faut décrire, etc. On part vraiment de zéro. Il y a voilà. Et puis, juste voilà, vous voyez que sur ces archives du consulat d'Italie à Jérusalem, vous avez des archives en éthiopien, puisque évidemment, l'Italie s'occupait beaucoup des affaires des Éthiopiens. Ça, c'est Sofia, donc en Bulgarie. On a été très étonnés, en l'occurrence avec Yann Potin et Louis Corvazier, que vous voyez ici à l'image. Louis Corvazier, qui était l'archiviste chargé aussi de la saisie numérique du projet. On a été très étonnés de trouver des archives de l'administration fiscale ottomane centrale concernant Jérusalem à Sofia. Donc là, on veut bien que ce soit à Istanbul, on veut bien que ce soit à Jérusalem, on veut bien que ce soit quelque part entre les deux.
On se dit, on ne sait jamais que ce soit arrêté quelque part en route. Mais à Sofia, on ne voit pas bien sur la carte. Et ben, c'est encore une histoire postérieure. Hein. C'est toujours, il ne faut pas s'arrêter au moment du document, mais c'est bien l'histoire postérieure qu'il faut reconstruire. En fait, ces 7 boîtes que vous voyez là sont en fait ce qui reste, pour ce qui concerne Jérusalem, de plusieurs wagons de papier qui ont été vendus par la Nouvelle République turque à un papier. Donc, c'était en fait des archives destinées à être broyées, et puis qui se sont arrêtés en gare de Sofia quand des intellectuels ottomanistes s'en sont émus et ont pétitionné, ont réussi à arrêter le train. Et puis ensuite, il y a eu des procès, etc. Et finalement, la Bibliothèque nationale de Bulgarie, de Sofia, a récupéré les documents et s'est mis à les décrire. Donc, on les retrouve ici. On les retrouve ici parce que ces archives auraient dû être arrivées jusqu'à une papeterie. Donc voilà, c'est un cas parmi tant d'autres, mais juste pour rappeler que les archives ne se trouvent pas toujours à l'endroit où on penserait qu'elles pourraient être. Évidemment, on a cartographié une grande quantité de lieux de conservation à Jérusalem même. Pour ce projet, on a construit une équipe en fait à 2 étages, hein, ce qu'on appelait la Core Team, l'équipe cœur, 10 chercheurs qui se voyaient régulièrement, et puis une soixantaine de chercheurs qui travaillaient plutôt à distance sur les sites même pour décrire la documentation. Quand il s'est agi de collecter, donc là, ça dépend évidemment des contextes, hein, dans une quinzaine de pays, dans à peu près 80 fonds. Alors Istanbul, par exemple, pour les archives ottomanes impériales, on a récupéré 8000 items, donc 8000 ensembles documentaires qui ont tous été scannés, puisqu'on a négocié avec les archives ottomanes que tous les documents que nous demandions dans le cadre du projet étaient scannés en fait directement, avant même de nous être amenés en salle de lecture. Et ensuite, on nous donnait un support numérique quelconque, ce qui fait qu'on a, sur le site Open Jérusalem, vous allez avoir la totalité des archives impériales ottomanes numérisées. Voilà, parce qu'elles ont été numérisées par l'institution elle-même. Vous avez ici, vous avez en bas les membres de l'équipe du projet, et en particulier de la sous-équipe Istanbul. Vous voyez, ça fait du monde. C'était principalement des étudiants et des collègues turcs. Voilà, on s'est évidemment, vu la thématique, on s'est beaucoup intéressé à la question des pétitions collectives. Voilà, des habitants de Jérusalem remercient pour les améliorations qui ont été faites dans la sécurité publique. Et donc, évidemment, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est de voir quels sont les signataires, membres de quelle communauté, sur quel thème. Sur quel thème est-ce que les communautés vont se retrouver? Sur quel thème est-ce que ça va être des pétitions plutôt en silos, séparés par communauté? Alors voilà, auteur, quels auteurs? Quel est l'auteur de ce document? C'est toutes les signatures que vous voyez sur le document. Vous voyez que là, le texte est extrêmement bref, et que ce qui compte, évidemment, c'est les signatures. Hein. Ce qui fait sens, là, c'est les signatures. Et donc, il n'y a pas d'auteur, il y a une autorité collective, et il y a un producteur du document qui est le service des pétitions de l'Empire ottoman qui a décidé de le conserver. Voilà. C'est là qu'évidemment qu'on le retrouve. Et rappelez juste que des archives ne sont pas toujours manuscrites, c'est une évidence, mais voilà, il y a un moment où les archives deviennent imprimées. Hein, il y a un moment où, par exemple, les pétitions collectives dans le cadre de l'Empire ottoman passent par télégraphe, et donc elles sont totalement ou partiellement imprimées ou préimprimées. Voilà. Et puis, juste rappeler que, y compris un fonds d'archives, ne correspond pas forcément à une langue. Et que donc, quand on est dans les archives impériales ottomanes, on n'a pas seulement de l'ottoman. Hein. Alors, on a 68% d'ottoman, mais j'allais dire seulement 68% d'ottoman. On a quand même 16% de documents en langue arabe, 4% en français, 10% en turco-ottoman avec une traduction, et puis des documents en grec, en syriaque. Enfin voilà, il y a diverses langues. On l'a vu tout à l'heure avec les archives du consulat italien, on a des documents en langue amharique. Donc ça peut se... Voilà. On a des fonds d'archives où la documentation est décrite dans une autre langue que les documents eux-mêmes. C'est le cas à Yerevan, où on a cette documentation en arménien qui provient du patriarcat arménien de Jérusalem. Hein, on a eu du mal à accéder à la documentation en place, donc on a été à Yerevan pour trouver
la correspondance envoyée par le patriarcat arménien au Catholicos d'Etchmiadzin. Et puis, il s'est trouvé que ces archives ensuite ont été nationalisées à l'époque soviétique, ce qui nous a bien servi, puisqu'on s'est retrouvé du coup dans un cadre d'archives nationales et non plus d'archives d'institutions religieuses. Mais étant nationalisées, soviétisées, elles ont été décrites en russe. Et donc, on a des archives en arménien décrites en russe. Donc là, il faut du coup avoir vraiment des compétences extrêmement pointues, vous imaginez, pour avoir, et en paléographie, et en langue, et en histoire, pour arriver à récupérer ces outils de description et en fait à les traduire en anglais, puisque c'était notre but, pour les faire revenir dans le support Open Jérusalem. Voilà, ça c'est le cas des archives éthiopiennes hein, qu'on a trouvées à Addis Abeba. On en a trouvé d'autres à Jérusalem, mais c'est juste pour dire que Jérusalem est retour, parce que quand on est arrivé à Addis Abeba, on nous a demandé des autorisations d'ici, et quand on allait ici, on nous demandait des autorisations d'Addis Abeba. Mais ça, c'est ce que connaissent beaucoup d'historiens. Parfois, il faut avoir plusieurs coups de tampon et signatures et feux verts simultanés, finalement, pour accéder à de la documentation. Voilà, ça c'est un document sur lequel je n'ai pas le temps du tout de développer. C'est juste pour dire que par moment, on fait aussi de l'édition de sources dans ce projet. Évidemment, dans certains cas, il y a des grandes ruptures historiques hein, qui cassent la documentation en deux. C'est le cas russe, hein, à Saint-Pétersbourg pour la documentation de la Russie tsariste, à Moscou pour la documentation ex-soviétique, avec des conditions d'accès différentes. Hein. Plutôt plus facile à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou, hein, je généralise. Mais voilà. Mais à Moscou, on a pu travailler notamment avec les personnes que vous voyez là, à l'image, qui, elles, avaient un accès hein, aux archives et qui avaient le droit de travailler pour le projet. Voilà, évidemment, énormément d'archives à Rome, hein, je n'ai pas le temps de développer, énormément d'institutions qui conservent de la documentation qui ont à voir avec Jérusalem. Dans certains cas, par exemple, pour les archives consulaires françaises du consulat de France à Jérusalem, on a repris un classement et une description qui existait, mais on l'a approfondi. Hein, approfondi, c'est-à-dire qu'on ne touche absolument pas le cadre de classement, ni les cotes évidemment, mais on approfondit la description. Donc, au lieu de décrire au dossier, par exemple, on va décrire au document. Hein, parce qu'il y a X documents dans un dossier. Voilà. Bon, on peut décrire à la boîte, enfin, voilà, le niveau de description peut varier. Et puis juste, encore une fois, hein, pour rappeler, là, vous voyez, on est dans les archives consulaires françaises, on a aussi de la documentation dans plusieurs langues qui renvoie à plusieurs communautés. Pourquoi? Parce que le consul de France ou d'Allemagne ou de Belgique reçoit de la correspondance de plusieurs communautés qui se plaignent de ci ou de ça, dans plusieurs langues. Donc, les archives du consulat de France à Jérusalem ne documentent pas seulement l'activité évidemment de la communauté française, et même pas seulement des communautés catholiques protégées par la France. C'est beaucoup plus large que ça. Et évidemment, tout l'intérêt d'interconnecter ces différents fonds, c'est de montrer ces différents tuilages. Voilà les archives du ministère des Affaires étrangères de la Courneuve, hein, donc correspondance reçue. Là, vous avez une grande partie de l'équipe autour de Hervé Magro, qui a été consul général de France à Jérusalem, ottomaniste, turcophone, directeur des archives de la Courneuve pendant toutes ces années, donc qui nous a beaucoup soutenus et qui vient d'être nommé d'ailleurs ambassadeur de France à Ankara il y a une quinzaine de jours. Voilà. Là, on a décrit les registres de correspondance reçus de Jérusalem à Paris, mais on les a décrits en anglais. Ce qui est évidemment un peu frustrant quand on est parfaitement francophone, mais pour que ça rentre dans le moteur de recherche collectif. Hein. Évidemment, quand on décrit un document dans une autre langue que la langue du document, il y a une perte d'information, enfin il y a de la traduction, hein, mais voilà, c'est un choix qu'il faut assumer et qu'il faut ensuite harmoniser. Voilà, et juste Berlin, hein, rappelez que voilà, à Berlin, par exemple, on ne trouve pas les archives du consulat d'Allemagne à Jérusalem, on trouve des copies que vous avez en bas à droite de votre écran, des copies microfilms qui ont été réalisées par les Israéliens et transmises à Berlin. Et les archives elles-mêmes, les archives papier, sont aujourd'hui aux archives nationales israéliennes. Par contre, les archives prussiennes y sont parce qu'elles ont été transférées à temps, j'allais dire, enfin rapatriées à temps. Voilà. Donc, pour certains documents, on ne pouvait pas les décrire, par exemple les archives du tribunal islamique de Jérusalem, 100 volumes sur la période 1830-1920, 15 000 pages. C'est impossible à décrire, c'est quasiment des mains courantes en fait. Hein. Chaque cas qui se présente devant le juge tous les jours est décrit. Une telle s'est présentée à nous, elle se plaint, son mari là-bas, ou un tel n'a pas été remboursé, des dettes, etc.
C'est d'une richesse incroyable sur l'histoire urbaine de la ville, mais ce serait des décennies de description. Donc là, on a décidé de tout numériser et de mettre les 15 000 pages à disposition. Donc si vous cliquez sur le lien, vous avez les 15 000 pages. C'est la première fois, hein, parce que c'était disponible seulement à Amman, à Abu Dis et à l'université de Haïfa. Et maintenant, c'est disponible pour tous les étudiants potentiellement en ligne. Numériser ou photographier, voilà, c'est juste pour rappeler à tout le monde, là c'est un peu un point méthodologique, qu'on se fait toujours une montagne de la question de la numérisation, alors que ce n'est pas vraiment le sujet sur lequel on devrait se concentrer. Le vrai sujet chronophage et coûteux, dans tous les sens du terme, c'est la description. La numérisation, ce n'est pas un problème aujourd'hui avec les outils techniques. À Londres, avec mon camarade Yann Potin, on a numérisé en 2-3 jours 57 volumes de la correspondance reçue de Jérusalem à Londres. 13 000 pages, la série FO 195. En 3 jours, c'était fait avec, vous voyez, un Canon, alors, un déclencheur Bluetooth pour ne pas se faire de crampes. Voilà, mais avec quelques milliers d'euros, on peut évidemment numériser maintenant très, très rapidement et très, très bien. Une après-midi, ça c'est moi qui l'ai fait, les archives fédérales américaines, correspondance reçue de Jérusalem à Washington, 5 volumes seulement, sur la période du 157 de 1909, 2000 images, une après-midi, littéralement, vous voyez, avec un banc de numérisation en bas à droite, d'auto-numérisation, en fait, des éclairages qui vont bien dans les deux sens pour ne pas avoir la tranche, etc. Voilà, c'est aujourd'hui des choses qui se font vraiment très, très facilement. Et y compris le iPhone, parce que dans certains contextes, on ne peut pas arriver avec ce matériel-là, et juste se souvenir qu'on a dans la main, dans la poche, aujourd'hui, des appareils qui vont très, très bien pour photographier de la documentation, et y compris sur le site Open Jérusalem, il y a des photos qui ont été prises avec un iPhone et qui sont parfaitement correctes. Et puis, ne pas oublier aussi, vous voyez en haut à gauche de l'image, de photographier les outils de description. Alors, parfois, on y pense parce que c'est un inventaire, et donc en A4, et donc on le photocopie, mais parfois, ce sont des fichiers carton qui sont hyper précieux, et donc, pour le coup, il faut passer parfois quelques demi-journées à photographier ces outils de description plutôt que de les refaire à partir de zéro. Je n'ai pas le temps, évidemment, de développer tous les fonds qu'on a visités à Jérusalem, les fonds publics, les fonds privés. Là, on est dans des archives familiales privées dans lesquelles on arrive pratiquement à blanc. Voilà, la question du stockage, évidemment, ça c'est un sujet, mais on a en France un outil splendide qui s'appelle Humanum, qui permet de stocker de la donnée de façon très, 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 très sécurisée et gratuite. Et puis la dernière phase, c'est la description et l'indexation. Et ça, c'est l'outil Atom, Access to Memory, qui est l'outil notamment qui est utilisé par l'UNESCO pour classer ces archives et par les différentes antennes. C'est un outil qui est gratuit, qui est multilingue, qui est multi-alphabet, étant gratuit, qui est développé par une communauté de développeurs. Donc, il est stable, il s'adapte en permanence. Il est évidemment multiréférentiel, c'est-à-dire différentes langues, différentes institutions, différents producteurs, différents lieux. On peut ajouter des noms de lieux, des noms de personnes, des images, effectivement. Il est totalement interopérable puisqu'il est dans les normes EAD. Donc, c'est l'outil qu'on a choisi. Au départ, c'est des tableurs Excel, des descriptions d'archives. Il n'y a pas mieux qu'un tableur Excel pour décrire des archives, y compris celles dont on vient de parler, y compris en plusieurs langues, y compris avec plusieurs systèmes de datation. Parce que pour Open Jérusalem, on avait évidemment des documents qui étaient datés avec des systèmes de datation différents. Je sais qu'en archéologie, on a parfois des systèmes de géolocalisation différents, mais ce n'est pas grave, on a une colonne système de géologue A, et puis on traduit, entre guillemets. Ben, nous, c'était pareil. On avait du calendrier islamique, du calendrier ottoman, du calendrier éthiopien, du calendrier hébraïque. Et évidemment, à un moment, on a été obligé de grégorianiser tout ça pour mettre ça sur une même timeline, de ce que pour qu'ensuite le moteur de recherche puisse tourner correctement. Voilà, donc au début, c'est Excel. Ensuite, on rentre tout ça dans Atom. Donc là, vous êtes dans Atom. Vous vous rendez compte tout de suite qu'on rentre plusieurs alphabets dans Atom, y compris des alphabets qui s'écrivent dans des sens de lecture différents. Ce qui, évidemment, pour un moteur de recherche, vous imaginez, il faut qu'il ait évidemment intégré le fait que telle langue se lit dans tel sens. Sinon, ça va le faire craquer. Donc, voilà. Et on peut, donc, plusieurs niveaux de description, etc. Juste rappeler que dans plein de cas de description, on a le problème de la variante orthographique pour les noms propres, pour les toponymes. Alors, voilà.
qu'on peut utiliser. Alors, il y a de plus en plus d'outils, soit de saisie autosuggestive, hein, comme quand vous tapez sur Google, vous commencez à taper un mot et on vous suggère des variantes orthographiques. Ce qu'on appelle le Elasticsearch, c'est-à-dire que le moteur va chercher lui-même des variantes orthographiques autour de la requête que vous avez posée. Et ça, c'est extrêmement coûteux en puissance de calcul. Pour Open Jerusalem, on a choisi le bon vieil Astérix. Hein, c'est la lettre blanche du Scrabble. Hein. Astérix remplace toutes les lettres ou une absence de lettres. Et dans un système d'écriture consonantique, enfin dans des langues consonantiques, qui sont quand même en particulier l'arabe et l'hébreu, ça fonctionne. Si vous tapez Maghrébi, vous pouvez essayer, hein, vous tapez Maghrébi dans Open Jerusalem, je crois que vous avez 5 réponses. Et à chaque fois que vous ajoutez un astérix à la place d'une voyelle, vous doublez et vous finissez par avoir 60 réponses quand vous n'avez tapé que M, astérix, G, astérix, R, astérix, B, astérix. Et 100% des documents renvoient au Moghrabi, Mougrabi, Maghrébi, Maghrébin, Maghreb, donc à ce que vous êtes venu chercher. Donc l'astérix, c'est la solution. Voilà. Et puis la valorisation, hein, c'est le moment où on passe de la base de données, donc la base Atom, au site Internet lui-même, et où là, c'est tout un autre travail hein, d'image. Donc voilà, là c'est toutes les phases de maquette du site lui-même. Est-ce que le site doit être seulement un entrepôt de données? Non, ça c'est Atom. Atom sait le faire. Une salle de lecture, oui, c'est-à-dire on doit donner les moyens à l'utilisateur de lire correctement. Un espace de coworking, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire on a essayé de créer des tables partagées. Puisqu'on a des documents, voire des dossiers de documents dans plusieurs langues, on peut en fait travailler à plusieurs sur un même document, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, traduire tout ou partie ou décrire mieux un document. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler comme une table partagée dans une salle de lecture. Hein, voilà, on a essayé de recréer en fait des conditions, enfin de recréer en ligne des conditions de travail classiques des chercheurs. Voilà, donc ça donne ça une fois que c'est terminé, si vous allez y voir, avec un moteur de recherche très très basique hein, pour entrer. Et puis ensuite, une fois qu'on a des résultats, donc aujourd'hui on a 38 655 items décrits, et ben ensuite vous pouvez les classer. Si vous voulez que les documents en langue ottomane, vous en avez 10 760. Que les documents en anglais, 2271. Que les documents en amharique, 21. Voilà. Et où vous pouvez classer par les lieux de conservation, parce que vous êtes au Central Zionist Archive. Donc, voilà. Vous pouvez évidemment ajouter et conjuguer ces différents filtres. Je veux les documents en ottoman des Central Zionist Archive sur tel thème. Voilà. Ça, c'est une recherche multifiltre classique. Et en fait, je suis presque pas en retard, mais je n'ai pas eu le temps de parler d'Archival City. Je vais peut-être m'arrêter. Sinon, c'est mieux. On parlera d'Archival City plus tard, parce que sinon, on va partir dans complètement autre chose. On en parlera peut-être aux questions ou pas, et on en parlera en septembre, au prochain séminaire. Et je vais passer la parole à Chloé. Donc, comme ça, on va on va passer en mode donc Chloé Ronner, qui va rallumer son micro, rallumer sa vidéo. Voilà, elle arrive. Je vais la présenter en 2 mots pour lui laisser le temps de s'installer. Chloé Ronner a soutenu une thèse en histoire. Voilà, Claude, Théo Borel, là tu peux admettre. Pardon, on a encore des gens dans la salle d'attente. Alors, voilà, Chloé Ronner a soutenu une thèse en histoire de l'archéologie juive puis israélienne au Centre d'histoire de Sciences Po en janvier dernier. Et évidemment, on a voulu inviter Chloé à ce séminaire pour qu'elle nous parle, dans son cas particulier, hein, de l'articulation entre archéologie, histoire de l'archéologie, archives de l'archéologie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais essayer de suivre avec le PowerPoint si ça va trop vite. Et peut-être mettre un petit message. Donc, si la représentation de l'archéologue pioche à la main dans un décor exotique à la recherche des traces de civilisations perdues domine notre imaginaire, il produit aussi de nombreuses traces écrites.
Parce que l'archéologie est une science destructrice, les différentes étapes d'une fouille doivent être sciemment documentées. Les archives de l'archéologie, qui naissent avec celle-ci, constituent de ce fait un patrimoine intellectuel et scientifique particulièrement singulier. Ces sources qui sont de forme et aux supports divers, que ce soit des notes, manuscrites, des carnets, des inventaires, des dessins, des cartes, des photographies, produites sur le terrain, portent la mémoire des lieux fouillés. En tant qu'archives scientifiques, elles conservent aussi la mémoire des savants sur le terrain ou dans leurs bureaux et du déroulement des activités qui précèdent ou succèdent à une campagne de fouilles, comme l'analyse de matériel. Les archives, en plus de témoigner de la contribution de la discipline aux connaissances, reflètent également le passage progressif d'une pratique antiquaire et amatrice d'antiquité à l'archéologie. Elles nous renseignent tout autant sur l'évolution de ces techniques et de ces méthodes. Mais les archives ne se limitent pas aux seules traces scientifiques, elles se composent aussi de correspondances, de documents administratifs, de photographies. Autres que scientifiques, elles révèlent ainsi les politiques de recherche et les dynamiques de pouvoir qui peuvent s'exercer sur une scène scientifique. Elles dévoilent aussi en filigrane le contexte historique et les cadres sociopolitiques plus larges qui influent sur sa pratique et la production d'un savoir. À une échelle individuelle, les archives des archéologues ou des acteurs investis dans une campagne de fouilles nous informent sur les trajectoires professionnelles de pensée et d'analyse des archéologues, mais aussi sur leurs conditions de travail et parfois leur vie personnelle. Cette vaste conception des archives a conduit à valoriser son utilisation depuis depuis plus d'une vingtaine d'années pour l'écriture de l'histoire de l'archéologie, mais aussi pour interroger les politiques de gestion du patrimoine ou des usages du passé dans le présent. Depuis, les archives de l'archéologie sont au cœur de différents projets nationaux, français ou européens, en plus de faire l'objet de nombreux ouvrages, conférences et séminaires. Donc celui qui est, là vous voyez là, donc celui qui est le plus connu, donc c'est le projet Archives de l'archéologie européenne qui a été lancé en 1998. Donc là par exemple les deux premières mentions bibliographiques sont liées à ce projet, mais il y a aussi un atelier statut et usage des archives de l'archéologie dans le laboratoire Trace qui a eu lieu entre 2015 et 2018, ou par exemple une conférence en 2017 sur l'archéologie construit ses archives. Plus récemment, les historiens de l'archéologie ont déplacé leur regard vers des terrains orientaux et méditerranéens. Les sources de l'archéologie et des fouilles conduites par des archéologues locaux ou étrangers au Moyen et Proche-Orient et en Afrique du Nord ont ainsi trouvé leur place dans ce champ disciplinaire qu'est l'histoire de l'archéologie. Donc, par exemple, le programme Histoire de l'archéologie française en Afrique du Nord, piloté par l'INHA, et aussi j'ai mis dans la diapo différentes références et projets qui ont eu lieu autour de ces archives qui montrent qu'il y a un intérêt pour ces papiers. Alors que je souhaitais étudier l'histoire de l'archéologie israélienne sur la longue durée, donc du 19e siècle jusqu'en 1967, dans le cadre d'un doctorat, je notais rapidement que les archives étaient rarement exploitées pour écrire celles de l'archéologie depuis son introduction en Palestine au 19e siècle ou en Israël à partir de 1948. Ces archives étaient encore moins utilisées en ce qui concernait l'archéologie à l'est de la ligne verte, alors la Palestine sous domination jordanienne jusqu'en 1967. Donc, en effet, les chercheurs ayant fait usage d'archives sont rares. Lorsque les sources documentaires sont utilisées pour écrire l'histoire de l'archéologie en Palestine ou en Israël, celles-ci sont rarement croisées et connectées, ce qui a pour conséquence de cloisonner le récit ou de le rendre incomplet. Par exemple, le livre de l'archéologue Ras Kletter, intitulé Just Past the Making of Israeli Archaeology, publié en 2016, figure parmi les rares ouvrages qui prennent appui sur des archives pour retracer les premiers temps de l'administration archéologique israélienne. Toutefois, ce dernier n'utilise que les archives de l'État d'Israël, ce qui empêche une vision autre qu'émanant du jeune service d'antiquité. De nombreux et récents articles consacrés à la présence archéologique occidentale en Palestine ottomane et britannique s'appuient sur des archives, mais leurs auteurs ont tendance à rarement croiser ces archives avec des sources locales
ou avec les fonds d'autres institutions archéologiques présentes sur le terrain à la même période, ce qui donne parfois l'impression que les archéologues exhumant les sous-sols de la Palestine fouillent sans contrainte et de façon isolée. Une autre observation est que si les archives sont peu utilisées, elles ne sont que rarement interrogées dans leur composition et leur parcours. Pourtant, elles ont été produites dans des contextes impériaux et coloniaux. Elles ont donc voyagé, ce qui a causé parfois des pertes, endommagé des documents. Et celles-ci méritent, selon moi, d'être lues et analysées à la lumière des récents travaux portant sur les archives coloniales. Toutes ces observations, je trouve, contrastent avec l'intérêt important accordé depuis les années 1980 à l'histoire de la discipline en Palestine et en Israël, et notamment de ses dimensions sociales, politiques et culturelles. Selon moi, différentes raisons peuvent être avancées et se doivent d'être creusées pour expliquer la faible utilisation de ces sources. Leur dispersion dans le monde rend leur accessibilité ardue. Leur caractère multilingue pose un défi linguistique important aux chercheurs qui s'y intéressent. Enfin, l'immense étendue des collections, dont une large partie est encore méconnue, car souvent non classée, peut rapidement donner le vertige à tout chercheur ou chercheuse souhaitant s'aventurer sur ce terrain. Donc, en constatant la méconnaissance de ce que représentaient les archives de l'archéologie israélienne, alors que leur conception comme portant la mémoire de la discipline et de sa pratique, ainsi que de ses acteurs, s'est progressivement imposée comme essentielle pour lire et écrire l'histoire de l'archéologie dans d'autres pays, j'ai souhaité leur offrir une large place au sein de ma thèse, intitulée « Creuser la terre-patrie pour fabriquer la nation », histoire d'une aventure scientifique de l'archéologie juive à l'archéologie israélienne du 19e siècle jusqu'en 1967, que j'ai soutenue au mois de janvier 2020. Donc, je vais essayer de décrire les différentes étapes qui m'ont permis de composer un corpus d'archives et aussi de les analyser. Donc, j'ai tenté dans un premier temps de définir la nature des archives, de les identifier de l'archéologie israélienne pour ensuite les localiser. Donc, j'ai consulté dans le cadre de mon doctorat les fonds de 13 centres d'archives situés dans 4 pays différents, mais je me suis également intéressée aux archives mobilisées par d'autres chercheurs situés entre autres en Turquie, en Allemagne ou en Russie. Donc, je mentionnerai dans cette présentation seulement les archives relatives à la période d'après 1948, donc de l'archéologie israélienne. Donc, le corpus, il est composé de documents hétérogènes, à la fois personnels, institutionnels, diplomatiques ou émanant de services d'antiquité, donc des documents de nature administrative. Et ces archives sont morcelées entre différents lieux de conservation. Elles sont d'autant plus dans le cadre de la Palestine extrêmement internationales et donc éparpillées géographiquement parce que c'est à Jérusalem, à partir du 19e siècle, que se rencontrent des amateurs d'antiquité, des savants, des diplomates, des hommes de lettres, des explorateurs et des exploratrices et des pèlerins. À Jérusalem vont progressivement s'installer des institutions nationales, donc principalement occidentales et chrétiennes, qui vont établir des instituts, des musées, des écoles consacrées entre autres à l'archéologie, ce qui va clore une première phase plutôt exploratoire qui est conduite par des sociétés savantes. Donc, on va dire les 3 premières font partie donc le Palestine Exploration Fund, son équivalent américain et allemand marque la première phase exploratoire de la Palestine et celles-ci seront remplacées par des institutions qui vont s'implanter à Jérusalem comme l'école biblique, l'Institut allemand, l'école américaine, et dont certaines, comme je l'ai précisé, existent encore aujourd'hui. Par exemple, pour vous donner une idée, toutes ces institutions étaient quand même à proximité les unes des autres, ce qui nous pousse quand même à devoir envisager que leurs membres étaient en contact, les savoirs circulaient. La période mandataire va accentuer le rôle central de Jérusalem lorsque les Britanniques vont y installer le siège de leur service d'antiquité, donc par ici. Cette localisation fut d'ailleurs conservée par les Israéliens à l'ouest de Jérusalem après 1948 et encore
aujourd'hui. Donc, tout ça conduit à ce que les archives soient particulièrement internationales. En outre, la Palestine, comme je l'ai dit, a été tour à tour sous domination impériale, coloniale, puis nationale. Donc, la pratique de l'archéologie a été soumise à des règlements sur les antiquités et des administrations ottomanes, britanniques, israéliennes et jordaniennes. Donc, après 1948, une grande majorité des établissements archéologiques étrangers que j'ai mentionnés précédemment décident de se maintenir à l'est de Jérusalem, tandis que Jean Perrault, préhistorien français et fondateur du Centre de recherche français à Jérusalem, est l'un des premiers à s'engager sur le terrain israélien. Donc, toutes ces institutions, et aussi l'école américaine, va aussi reformer une antenne à l'ouest de Jérusalem. Toutes ces institutions, qui sont pour certaines encore actives sur le terrain aujourd'hui, ont majoritairement rapatrié leurs archives dans leurs pays respectifs, sauf l'école biblique. Les fonds de ces institutions sont difficilement lisibles et compréhensibles sans que il faut les compléter et les connecter avec des documents émanant des administrations et différents acteurs locaux avec lesquels ces institutions étrangères doivent communiquer. Donc, les papiers des différentes institutions israéliennes, que ce soit administratives, donc gouvernementales, savantes, universitaires ou amatrices d'antiquité, engagées dans l'archéologie après 1948, sont actuellement dans différents fonds que je vais vous présenter. Donc, les archives de l'administration israélienne, qui a été fondée dans les années 1950, sont conservées aux archives de l'autorité israélienne des antiquités, conservées au musée Rockefeller à Jérusalem, qui a été fondé à la suite d'une donation du philanthrope américain Rockefeller en 1927 et puis ouvert au public en 1938. Il est intéressant de noter que ce siège a été occupé militairement après 1967 par les Israéliens qui ont donc récupéré le siège de l'administration britannique des antiquités. Et donc, ce qui a permis de récupérer également les documents datés de la période mandataire ainsi que jordanienne qui y étaient conservés. Donc, un autre lieu où se trouvent les archives de l'administration israélienne des antiquités, c'est aux archives nationales israéliennes qui conservent aussi des documents de la période mandataire. Et ce centre comprend notamment les archives des premiers temps de l'administration israélienne des antiquités qui a été analysée en profondeur par Raskletter. Les autres archives se trouvent, donc il y a toutes les archives des autres universités israéliennes et sociétés savantes. Donc l'université hébraïque était la seule engagée dans l'archéologie jusque dans les années 1960. Donc parmi ces institutions, on peut compter l'actuelle Israel Exploration Society et les archives de l'Institut d'archéologie de l'université hébraïque, donc qui était la seule à faire de l'archéologie en tant qu'établissement universitaire jusque dans les années 60. Et donc, nous avons eu l'occasion de contribuer au classement et à la cotation de ce fonds. Ces archives, que ce soit de la Société israélienne d'exploration ou de l'Institut d'archéologie de l'université hébraïque, ont été découvertes au cours de nos recherches doctorales et on nous a confié le classement de ce fonds et j'ai ainsi pu exploiter ces documents inédits dans le cadre de mon doctorat. Enfin, les archives comprennent aussi les archives les fonds de différents acteurs investis dans la discipline, dont certains sont aussi des personnalités politiques, comme Yigael Yadin, que vous devez sûrement connaître. Si vous ne connaissez pas, je veux bien préciser après, et dont les fonds sont éparpillés entre l'Institut d'archéologie de l'université hébraïque, aux archives de l'État d'Israël. On peut aussi penser, il y a aussi certaines archives qui sont privées, donc ça multiplie les origines et les centres d'archives où on peut trouver des documents pour retracer l'histoire de l'archéologie israélienne. Donc, en plus que la constitution de ce corpus fut complexe, je noterai plusieurs choses. C'est que l'historique de ces fonds était difficilement compréhensible.
par moments, j'ai eu du mal parfois à comprendre comment certaines de ces archives s'étaient retrouvées dans tel centre. Donc, ça fait écho à la présentation de Vincent Lemire. En plus, le statut juridique de ces archives était difficile. Donc, par exemple, les archives de l'actuelle autorité israélienne des Antiquités, qui sont classées par site, en plus de comprendre des archives du personnel et de l'administration, et aussi des archives plutôt de nature administrative, donc des différentes unités qui composent le service des Antiquités, sont nombreuses à ne pas avoir été classées et, contrairement à pour la période mandataire, n'ont pas fait l'objet de numérisation. Et à la suite d'une récente décision de la Cour suprême d'Israël, ces archives ont été acquises par les autorités israéliennes et il est prévu qu'elles soient déplacées dans un bâtiment dont la construction est actuellement à l'arrêt à l'ouest de Jérusalem. Après, je n'ai pas suivi l'avancée de la construction de ce bâtiment, mais donc, les archives se retrouvent, notamment de la période mandataire, dans une affaire juridique. Et il faut aussi noter que les archives qui m'ont intéressée ont fait l'objet de projets de numérisation, ce qui a rendu l'accès physique à ces documents parfois difficile, et donc m'a empêché parfois de comprendre facilement comment ils avaient été composés, leur histoire, ce qui était pourtant essentiel pour pouvoir mieux comprendre les fonds d'archives et les documents dépouillés. Donc, je citerai par exemple, si ça vous intéresse, il y a les archives du mandat qui ont été divisées en deux cotes, donc les archives scientifiques et administratives. Les archives ont été mises en ligne sur le site, vous pouvez les trouver facilement. Et ensuite, il faut aussi noter que les archives de l'État d'Israël, où sont conservés certains papiers du mandat britannique, comme je l'ai mentionné, sont depuis 2016 inaccessibles physiquement au public, car progressivement numérisés. Et ce projet a fait l'objet de nombreuses critiques, car certains documents autrefois disponibles sont actuellement difficiles d'accès. Et j'en ai fait les frais au cours de la fin de ma thèse. Donc, en mêlant dépouillement et intervention directe dans des archives de l'archéologie israélienne, il m'a été possible d'envisager plusieurs choses. Donc, la diversité de la documentation, ainsi que de noter son évolution dans le temps. Donc, par exemple, sur le long terme, on peut voir que au début, les archives se composent surtout de récits de voyage, d'exploration. Ils s'accompagnent progressivement de rapports, de relevés stratigraphiques, de divers documents administratifs au rythme que les règlements et que les services s'établissent. Donc ça, c'est intéressant pour voir que même le document physique peut nous permettre de voir l'évolution de la discipline. D'un autre côté, l'hétérogénéité des documents et leurs origines multiples témoignent de la diversité des acteurs investis et intéressés par la pratique de la discipline, et donc du caractère international de la scène archéologique concentrée à Jérusalem, et donc nous permet d'aller dans la direction d'une circulation des savoirs et des archéologues, ce qui permet un peu de rompre avec l'idée que l'archéologie a surtout fait l'objet de compétitions. On va dire pendant ces premiers temps, une course pour les traces du passé et de la Terre Sainte. Et dans le cadre plus particulier de ma thèse, je me suis intéressée à la manière dont se construisaient les liens entre archéologie et un public non spécialisé dans la discipline, donc une société plus largement. Et là, je voudrais vous montrer, par exemple, ce qu'on peut trouver dans les archives qui peuvent nous renseigner sur ce thème. Donc, par exemple, là, ce sont des documents issus des archives de la Société israélienne d'exploration que j'ai eu l'occasion de classer et de leur donner des cotes. Et là, vous pouvez voir les documents d'une conférence, c'était de la Société, qui était très populaire dans les années 1940 et qui avait habituellement lieu à la période de Sukkot. Et là, c'est les documents de la conférence de 1948 qui avait été retardée et qui avait donc eu lieu symboliquement à la période de Hanouka à Jérusalem. Et elle avait pour nom Jérusalem au passé et au présent. Et elle avait eu lieu entre les 28 et 30 décembre. Donc, cette conférence avait réuni des archéologues, des historiens, des linguistes, des figures politiques et militaires, comme par exemple
David Remez, le ministère des Transports, le représentant israélien de l'ONU, Abba Eban, Dov Joseph, le gouverneur militaire de Jérusalem, beaucoup de figures politiques. D'un autre côté, les excursions. Donc là, vous pouvez voir sur la droite, pour moi en tout cas, la liste des excursions qui avaient été proposées pour cette conférence, qui était également aussi symbolique, à Motza, à Beth Shemesh. Donc, ces excursions ont lieu principalement au sein du corridor de Jérusalem, un espace symbolisant le rattachement de Jérusalem au reste du pays. Et cette petite brochure décrivait à la fois l'histoire militaire récente de ces lieux, mais également ses vestiges archéologiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les archives de cette conférence, j'ai pu voir qu'elle marque un temps historique assez... c'est un moment historique assez important qui permet d'annoncer officiellement la naissance d'une archéologie nationale israélienne, mais est également un forum politique pour annoncer, par exemple, la position des autorités israéliennes vis-à-vis de la ville sainte. Donc ça, ce sont des documents... Mais par exemple, il y avait d'autres documents qui étaient distribués lors de ces mêmes conférences, donc, ou des reproductions d'antiquités, donc par exemple comme la reproduction du relief assyrien de Lachish, qui a été, lui, donné à la 5e conférence en 1948. Donc, pareil, je trouve que c'est assez symbolique de distribuer cette reproduction. Et aussi, il était fréquent que des cartes du Keren HaYesod ou d'autres institutions sionistes soient diffusées au cours de ces conférences au public. Donc ça, ce sont les archives, par exemple, qu'on peut trouver. Il y a aussi donc, des archives photographiques. Donc ici, on peut voir, par exemple, la fouille du premier site archéologique fouillé après l'annonce de la création de l'État d'Israël à Tel Kassilé, aussi connu sous le nom de Tel Hirbe, à proximité de la rivière Yarkon et du village de Cher Mouanis, donc au nord de Tel Aviv. C'est le 15 octobre 1948 que la Société israélienne d'exploration, autrefois appelée la Société juive d'exploration de la Palestine, contacte le tout récent département israélien des Antiquités pour y entreprendre le premier chantier de fouilles sur le sol désormais israélien dans un contexte d'affrontement. Et c'est Benjamin Mazar qui va diriger cette fouille et qui va faire d'ailleurs l'objet d'un grand intérêt du public. Donc on peut voir par exemple sur cette photo qu'il organisait des visites du site et aussi, la fouille a aussi fait l'objet d'articles dans la presse et de l'intérêt de Mordechai Bentov, par exemple, le ministère des Travaux publics et des Constructions, ou du maire de Tel Aviv. Et ça, j'ai pu le remarquer en parcourant des correspondances et en croisant avec des archives de journaux, avec des articles de journaux. Donc on voit donc la manière dont la société israélienne était au contact de l'archéologie et des archéologues. Et enfin, ce qui a été le plus frappant pour moi dans les archives, cette fois-ci de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque, a été de remarquer le nombre de lettres, des centaines de lettres de personnes souhaitant participer à des fouilles archéologiques israéliennes. Donc là, par exemple, je vous en ai mis 3 de 1962, mais il y en a de très nombreux, ce qui montre à nouveau l'intérêt pour les fouilles menées en Israël à cette période-là. Et ce sont et des volontaires étrangers et aussi des Israéliens de tout âge et aussi pas seulement étudiants en archéologie, mais vraiment de plein de formations différentes et aux intérêts différents pour la discipline. Et enfin, je terminerai en présentant aussi une dernière archive. Cette fois-ci, c'est une lettre envoyée aux volontaires qui souhaitaient participer à la fouille de Masada, donc la grande fouille israélienne conduite par Yigael Yadin en 1963. Et par exemple, les archives m'ont permis aussi d'envisager cette fouille sur laquelle on a beaucoup écrit autrement. Et par exemple, voir ce qu'on envoyait aux volontaires qui souhaitaient s'y rendre. Et je ne sais pas si vous arriverez à lire
mais il y a un ton assez militaire. Il faut se lever à 5 heures, marcher le long du chemin du serpent. Et on voit que la fouille avait été organisée par quelqu'un qui avait fait carrière dans l'armée. Donc, je vous ai montré ces quelques documents pour vous montrer la richesse des archives de l'archéologie dont j'ai tenté de valoriser, que j'ai tenté de valoriser dans ma thèse. Et je serais ravie d'échanger avec vous à leur sujet dans une discussion. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, alors bonjour à tous. Content d'être avec vous pour ce séminaire. C'est triste que je sois pas à Jérusalem, mais bientôt, j'espère, pas l'an prochain. Contrairement à ce que dit le dicton, j'espère pouvoir retourner plus tôt. Alors du coup, le thème des archives m'intéresse tout particulièrement parce qu'en fait, la documentation sur laquelle je travaille, il s'agit bien sûr de l'éditer et donc de créer des archives avec la question effectivement des archives numériques, et on va en parler. Mais c'est aussi la documentation que j'utilise, ça pourrait être une archive déjà dans l'Antiquité. Donc, il y a un double problème d'archives. Alors, j'avais prévu de parler de 2 cas, mais je pense qu'en fait, je vais parler juste du premier, Qumran, parce que je pense qu'effectivement, il faut qu'on laisse un peu de temps pour la discussion avant la pause. Donc, je vais me focaliser sur Qumran. Qumran, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un site, j'ai même prévu de vous montrer une petite carte, et j'ai mon curseur qui est revenu. Donc là, normalement, vous devriez voir à l'écran une carte photosatellite avec Jérusalem. Et donc, Qumran est au bord de la mer Morte. C'est un site archéologique qui était connu déjà au XIXe siècle. On a justement dans les archives des Occidentaux qui viennent et qui repèrent les lieux. Clermont-Ganneau, par exemple, repère qu'il y a des ruines, qu'il y a un cimetière, de Saucy aussi. Ça apparaît sur des cartes, souvent orthographiées avec un G d'ailleurs, Qumran. C'est comme ça que les Bédouins locaux le prononcent, mais on ne s'intéresse pas à ces ruines jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on apprend que des Bédouins y auraient trouvé des manuscrits. Alors ces Bédouins, voilà, c'est les fameux, là ils posent quelques années plus tard à côté de la fameuse grotte. En fait, ils débarquent à Bethléem avec des rouleaux écrits en hébreu, ancien. Ces manuscrits arrivent à Jérusalem. On essaie de les montrer à des spécialistes, notamment à l'école biblique. On commence par l'école biblique, et puis après, voilà, d'autres personnes, à l'Albright, enfin, ce qui ne s'appelait pas encore l'Albright à l'époque, mais donc l'école américaine, etc. Et donc, ces rouleaux, au début, on les présente, on ne dit pas d'où ils viennent. Et au début, on ne croit pas qu'ils sont authentiques. Et puis finalement, Soukénik, Éléazar Soukénik, lui, arrive à examiner quelques-uns de ces rouleaux. L'histoire est rocambolesque. C'est en 1947, en novembre 1947. La ville est déjà en secteur, donc il peut pas, on lui passe à travers le grillage, etc., pour qu'il puisse examiner le truc. Il croit qu'ils sont authentiques, il finit par les acheter. Et c'est donc l'Université hébraïque de Jérusalem qui est la toute première à faire l'acquisition des rouleaux. Les autres ne savent même pas que Soukénik les a vus et qu'il en a acheté. Les Américains, au printemps 1948, vont continuer à essayer de négocier, de les examiner, de les photographier. Mais les Israéliens ont pris longtemps en avance puisqu'ils en ont déjà acheté. Et donc, au début, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont présentés comme étant dans la bibliothèque du monastère Saint-Marc, dans la vieille ville, chez les Syriens, qui disent « Oh, bah oui, voilà, en faisant un peu de ménage, on a retrouvé des vieux rouleaux », ce qui est un récit assez classique. On sait qu'on trouve des manuscrits dans des vieux monastères. Mais en fait, après, en discutant, on apprend qu'en fait, non, ça ne fait pas des dizaines d'années qu'ils prennent la poussière dans le monastère, mais qu'en fait, ils auraient été trouvés dans une grotte, au bord de la mer Morte. Mais la guerre éclate et donc finalement, ils ne peuvent pas aller sur place et il faut attendre le printemps 1949, janvier 1949, pour que l'armée, des Belges en l'occurrence, dise « Écoutez, il y en a marre, cette grotte, le fameux bédouin Mohamed Eddib, on ne le retrouve pas, la grotte, on ne sait pas où elle est, on va ratisser la région, on va la trouver, cette grotte. » Et ils finissent par trouver une grotte. C'est la grotte devant laquelle les Bédouins posent quelques années plus tard.
Alors, ça pose un problème parce que d'abord, ces bédouins, on ne sait pas si c'est les vrais bédouins qui ont vraiment trouvé la grotte. Quand on dit, mais comment je recherche le fameux Mohamed Eddib, il y en a 2-3 qui disent c'est moi, c'est moi, c'est moi, qui veut venir poser devant la grotte. Et il trouve effectivement une grotte avec des vestiges archéologiques. Mais finalement, on ne sait pas, et encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la grotte dans laquelle les manuscrits ont été trouvés, puisqu'en fait, depuis, on en a trouvé d'autres. Au début, quand ils trouvent une grotte, ils sont contents. Ils ont cherché une grotte avec des jarres et des manuscrits, on en a trouvé une, ça y est, c'est celle-là. Ils ne se disent pas, mais en fait, il y en a peut-être plusieurs. Il se trouve que dans les années qui suivent, on va en trouver d'autres. Et donc, du coup, maintenant qu'on sait que ces manuscrits ont été trouvés dans des jarres, dans des grottes, se pose la question de dire qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et donc, Soukenik dit que c'était peut-être une gnisa. Donc, dans le judaïsme, quand on a des manuscrits bibliques qui sont âgés, trop usés pour être utilisés dans la liturgie, on ne les jette pas, on les met, on les entrepose, et voilà, on les laisse jouir d'une retraite heureuse et éternelle si possible. Et donc, il dit, c'était peut-être déjà ça. Sauf qu'après, on trouve… Alors en France, il faut quand même que je parle un peu des Français. La première grotte en question, c'est Roland Deveau qui fouille la grotte, directeur de l'école biblique archéologique française de Jérusalem. Et puis par ailleurs, un autre Français important, c'est André Dupont-Sommer, qui, lui, n'a pas accès aux manuscrits directement, mais très vite voit les publications et émet aussi l'hypothèse que ce sont des manuscrits esséniens et évoque aussi la possibilité d'une guénisa en disant finalement, voire d'un espace d'archives, en disant on aurait les archives. Alors, ça pose problème parce qu'en fait, entre-temps, les grottes, au total, il y a 11 grottes à manuscrits autour de Qumran, en fait, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que là, c'est une autre photo de la fameuse grotte 1 qui est dans la falaise. Vous pouvez le voir, faut crapahuter sur les hauteurs de Qumran, dans la falaise. Et effectivement, la falaise, c'est plein de grottes partout. À un moment donné, Deveau va ratisser la région, il va recenser plus de 200 grottes, avec certaines, des dizaines d'entre elles, ont du matériel archéologique. Donc, des grottes naturelles, il y en a plein. Et de fait, le fait qu'il y ait des jarres dedans, ça n'est peut-être pas connecté au site archéologique lui-même, qui est à peu près 2 km plus loin. Il faut quand même du temps pour y aller. Alors, du coup, les choses changent quand, sur le site archéologique lui-même, au pied du site archéologique, ou même en sous-sol, on pourrait dire, on a trouvé d'autres grottes. Et notamment là, vous avez une photo, c'est la photo célèbre de la grotte 4 que vous voyez au milieu. Et à gauche, vous avez le Wadi avec la cascade au fond qui est cassée, évidemment. Et donc, ces grottes-là, alors on dit, voilà, ça y est, on a le lien avec le site lui-même, puisque les grottes, elles sont là à proximité immédiate du site. Vous ouvrez votre fenêtre le matin, vous avez une belle vue sur la grotte. Sauf que ces grottes-là ne présentent pas les mêmes caractéristiques au niveau de l'environnement immédiat que les autres. Ce sont des grottes artificielles. Vous avez une photo de l'intérieur de la grotte. C'est pas moi qui l'ai prise parce qu'on ne peut plus aller à l'intérieur de c'est l'intérieur de la grotte 4. Vous voyez, donc en fait, c'est une terrasse marneuse. Vous voyez l'empilement des couches sédimentaires. C'est pas des grottes naturelles. Cette roche, elle ne produit pas. C'est pas comme si je reviens en arrière. Voilà, c'est pas comme la falaise où là, naturellement, on va avoir des anfractuosités, on va avoir des grottes, on va avoir. Ici, ça n'a rien à voir d'un point de vue géologique. Ce sont des grottes creusées naturellement, des caves. Alors, évidemment, en anglais, on dit cave pour grotte. Donc voilà, mais en français, on peut bien faire la distinction. Une caverne, si vous voulez, ou je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, celle-ci, elle est, quand je dis cave, c'est pour faire le jeu de mots avec une cave à vin. C'est-à-dire que vous faites ça en sous-sol chez vous. Et donc ça, c'est une première différence majeure. Et ensuite, le conditionnement des manuscrits n'était pas le même. Dans les grottes naturelles, donc celle-ci, on a retrouvé des jarres, ce qu'on appelle les jarres à manuscrits, des jarres dans lesquelles les manuscrits étaient en principe entreposés. Les rouleaux étaient emmaillotés dans du tissu, les tissus étaient mis dans les jarres étaient scellés. Alors qu'ici, on a l'impression que les manuscrits étaient complètement en vrac, ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont été à même le sol, et donc ils ont bien plus souffert avec le temps. C'est pour ça que quand vous regardez les belles photos de manuscrits, je peux vous montrer, bien sûr, tout le monde connaît la photo du grand rouleau d'Isaïe. Vous avez peut-être vu, alors il est rarement exposé au musée, mais
il est… alors, je vais vous montrer une photo quand même. Évidemment, il est extrêmement bien préservé, il fait plus de 7 mètres de long. Et vous pouvez même aujourd'hui, vous voyez, le dérouler virtuellement, ce qui est mieux que d'aller voir la photocopie qu'ils affichent au musée d'Israël. Des manuscrits qui font 7 mètres de long comme ça, il n'y en a pas 36. Hein. Il y a le grand rouleau d'Isaïe qui fait 7 mètres, le rouleau du Temple qui fait 8 mètres, et c'est les deux seuls bien préservés. Il y en a peut-être un ou deux autres qui sont assez bien préservés, mais c'est rare. Et c'était ceux qui étaient dans cette fameuse première grotte, qui était une grotte naturelle. Quand vous allez faire un tour du côté des autres grottes, je vais vous montrer. Bon, c'est un séminaire, hein, donc j'ai décidé de faire un peu comme le séminaire. Je vous montre comment on travaille, tout ça. Et j'en profiterai en plus pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui les outils informatiques dont on dispose. Quand vous regardez les manuscrits qui viennent de la grotte 4, ça ressemble plutôt à ça, quoi, hein. C'est des petites miettes. Vous voyez ici, vous avez l'échelle en bas, là. Donc, c'est vraiment des milliers et des milliers de petits fragments qui sont effectivement en piteux état parce qu'ils ont été endommagés, ils étaient à même le sol. Alors, du coup, je reviens à mon PowerPoint. En fait, on se rend compte donc qu'il faut bien distinguer les grottes naturelles et les grottes artificielles. Les grottes artificielles semblent plutôt un endroit où on va stocker longtemps. Les manuscrits, on les met dans des jarres. Les jarres sont scellées. A priori, on n'a pas prévu d'y revenir. Alors, ça pourrait être une guénisa, en disant, voilà, on dit adieu aux manuscrits. Ou alors, au contraire, ça pourrait être une cachette, en disant, je mets ça en attendant. Par exemple, typiquement, comme dans la guerre 70, le temple est détruit, dans 70 de notre ère, premier siècle de notre ère. Et donc, on se dit, on va planquer ça parce qu'il y a les Romains, on viendra chercher après. Puis, on n'est jamais revenu chercher. La grotte 4, que vous voyez là à l'écran, on ne peut pas, en courant avec la jarre sous le bras et les armées romaines aux trousses, se dire, tiens, si on allait creuser une belle grotte en sous-sol, si on allait entreposer 600 manuscrits, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un espace qui a été aménagé. Ça fait partie du site archéologique. Et dans l'organisation du site archéologique, on a décidé de créer un espace en sous-sol et que dans cet espace en sous-sol, on allait mettre des manuscrits. Et donc, et je vais même plus loin, une de ces grottes, la grotte numéro 7 qui est juste à côté, ne contient que des manuscrits grecs, par exemple. À l'époque, bon, la plupart des manuscrits sont en hébreu. On en a aussi en araméen, bien sûr, on parle araméen à l'époque, donc on a des manuscrits en araméen. On a quelques manuscrits en hébreu, et dans la grotte 7, il n'y a que des manuscrits grecs. Pardon. Et donc, du coup, ça pose la question de l'organisation. On se dit, bon, alors en fait, on a un espace qui sert de stockage, qui est à proximité du site, et qui pourrait répondre à une forme d'organisation en disant là on va mettre ça, là on va mettre ça, là on va mettre ça. Donc on a dit c'est donc une archive. Donc là ce qu'on aurait découvert ce serait donc les archives de cette communauté qui aurait vécu à Qumran. Alors la situation se complique quand on découvre ensuite encore d'autres sites. Je vais vous montrer sur la carte. En fait, Qumran c'est le site le plus célèbre, mais tout au long de la mer Morte, il y a d'autres sites où on a découvert des manuscrits. En descendant, Wadi Mourabaat, pour ceux qui voient où ça se situe, vous longez la route vers le sud et à un moment donné, vous avez une montée vers Metsoké Dragot. Il faut prendre cette montée, etc. Et là, on a découvert des grottes dans lesquelles il y avait des manuscrits. Un peu plus au sud aussi, Nahal Hever, ça c'est une fois qu'on a passé Engedi. On peut d'ailleurs y aller à pied depuis Engedi, il faut crapahuter. Et puis enfin, tout au sud du bassin nord, Masada. Et à Masada même, sur la forteresse de Masada, dans le mur à Kazmat, pas très loin de la synagogue, enfin la synagogue, disons, du lieu qui est le lieu de rassemblement, disons, y compris peut-être pour des rassemblements religieux, mais en tout cas, voilà, ce qu'on appelle la synagogue au sens large, on a aussi découvert des manuscrits. Et là encore, le contexte est différent. À Wadi Mourabaat et Nahal Hever, les grottes sont difficiles d'accès et il semblerait que les manuscrits viennent pour la plupart d'un peu plus tard, de l'époque de Bar Korva, 2e siècle de notre ère. Et donc, ils étaient en fuite, ils avaient des manuscrits et donc probablement qu'ils les ont laissés là. Mais il y a encore la question d'une archive, puisque à Nahal Hever notamment, dans une des grottes, on a découvert la correspondance de Bar Korva lui-même. Donc, c'est assez rare. Si vous voulez, on a des personnages célèbres de l'Antiquité. On n'a généralement pas
leur documentation, leur correspondance personnelle, y compris des lettres, où à un moment donné, c'est pratiquement une liste de courses. Il dit, tiens, tant que tu y es, ramène-moi ci, ça, etc. Et au fait, comment ça va? Enfin, c'est très émouvant d'avoir ce type de documentation. C'est très rare, très émouvant. Et donc, on dit, on a donc les archives personnelles de Bar Corba. Donc, on emploie encore le terme d'archive. Donc ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais vous entendre. C'est pour ça que je vais essayer de faire un peu plus court, parce que j'aimerais savoir si, pour vous, ça répond au qualificatif d'archive. Est-ce qu'on peut parler d'archive? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'archive? Et puis, la deuxième problématique d'archive, évidemment, c'est l'accès aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est les problèmes qui ont été évoqués précédemment. C'est-à-dire, on a des archives modernes, les archéologues fouillent, les manuscrits sont découverts au milieu des années 40, et on va constituer des archives locales. Et ces archives, ou en tout cas une documentation, et donc des archives auxquelles il convient d'accéder. Et donc Vincent expliquait, des fois, voilà, si vous avez montré une photo, on vous montre cette photo, si vous n'avez pas l'information autour, ça ne sert à rien, vous ne savez pas ce qui se passe. Et en fait, c'est pareil, les manuscrits de la mer Morte, il y a eu des gros problèmes d'organisation et de transmission des informations qui sont liés au contexte politique, et ça, Chloé a parlé aussi évidemment du contexte politique. Et donc, ça a mené à un scandale. Pendant plusieurs dizaines d'années, les manuscrits n'étaient accessibles qu'à une poignée d'élus. D'autres chercheurs entendaient parler de ces manuscrits, ils disaient « mais nous aussi, on aimerait bien pouvoir y avoir accès à ces manuscrits ». Et on leur répondait gentiment non, c'est pas possible, il faut attendre. Ça a fini par faire un vrai scandale. Il y a eu une pression politique, il y a eu une édition pirate. Et c'est là qu'on rentre dans la question des archives numériques. Je vais vous raconter une anecdote quand même très intéressante. Il y a un jeune étudiant qui fait de l'informatique. On est dans les années 70-80, je veux dire, ce n'est pas l'informatique aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, la première génération de chercheurs avait constitué des fiches cartonnées pour faire un index, une concordance, qu'on appelle une concordance dans le jargon, c'est-à-dire voilà, toutes les occurrences de chaque mot. Et pour un mot donné, quand on donnait l'occurrence, il copiait la ligne complète. Et donc, ça avait une sorte de dictionnaire qui servait en plus de toutes les lignes. Et lui a rentré toutes ces lignes dans un ordinateur qui était en principe par mot, donc une ligne d'un manuscrit, une ligne d'un autre manuscrit, etc. Elles avaient en commun qu'elles avaient toutes le même mot de vocabulaire, et ça faisait une sorte d'index. Sauf qu'ensuite, il a fait un truc à l'envers, c'est qu'il a demandé à l'ordinateur d'aller chercher, de mettre par ordre croissant les lignes d'un même manuscrit. Et il a pu reconstituer des manuscrits auxquels il n'avait pas accès, il n'avait pas de photos, il n'avait pas de transcription, il n'avait que cet index. Et à partir de cet index, il a reconstitué le texte des manuscrits et il a fait une édition pirate qui a été publiée sous forme papier. Et donc, ça a évidemment fait scandale. Les gens de l'équipe officielle d'édition disaient « mais vous n'avez pas le droit, bande de pirates, etc. etc. » Sauf qu'au moins, ça a poussé à la diffusion des informations. Et donc, très vite après, il y a eu une édition en microfiche, 1994. Donc, on est quand même longtemps après la découverte des manuscrits. Il y a eu une édition en microfiche qui était quand même difficile d'accès. Moi, quand j'étais en thèse, j'ai dû aller à Paris. Il y avait un endroit où il y avait les microfiches et je pouvais à peine les regarder. Et j'ai dû emmener dans une autre bibliothèque où il y avait un scanner à microfiches et j'ai pu scanner les microfiches et travailler sur les manuscrits. Et donc, à l'époque, je plaidais pour qu'il y ait des archives numériques. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je vous ai montré, là, ce que je vous montre à l'écran, c'est ce dont je rêvais quand j'étais en thèse, c'est-à-dire de dire j'ai besoin de consulter des manuscrits, j'ai les archives. Au début, ce projet qui a été financé par Google, c'était un projet ambitieux où on a repris des photos de beaucoup de manuscrits, de tous les manuscrits en fait. Maintenant, ils ont pratiquement fini. Donc, ils ont refait des clichés des photos, disant regardez, on a des photographies, couleurs, infrarouge, tout ce qu'il faut. Magnifique, haute technologie, tout ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, dans bon nombre de cas, ces fragments se sont détériorés. Depuis, ils sont restés sous des plaques de verre pendant 50 ans et ils sont en piteux état. Et donc, en fait, j'ai dit, mais en fait, ce qui est le plus précieux peut-être encore que ces nouveaux clichés infrarouges, c'est d'avoir les vieilles photographies des années 50 et d'avoir ces photographies et de numériser ces vieilles photographies. Et donc, j'ai plaidé, j'ai fini par obtenir gain de cause, ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement vous avez les nouvelles photos qui ont été faites de tous les fragments, mais vous avez en fait tout à la fin les anciennes planches, on devrait y venir, j'espère, je ne sais pas pourquoi ça prend du temps comme ça. Vous avez les anciennes planches qui ont été faites dans les années 50 et qui présentent les manuscrits dans l'état dans lequel ils étaient quand ils ont été découverts. Et même mieux, il y a des planches qui ont été faites à différentes époques.
C'est-à-dire, vous avez des planches qui ont été faites début des années 50, fin des années 50, etc. Et les manuscrits, les fragments bougent sur les planches. Donc aujourd'hui, une bonne partie du travail qu'on fait, c'est de repérer que d'une planche à l'autre, tiens, en 1952 ou 54, ils avaient mis tel fragment à côté de celui-là. Tiens, sur la planche suivante, en 1956, ils ont bougé tel fragment, ils ont repéré que tel fragment faisait joint avec tel autre fragment, ou alors au contraire, ils ont abandonné l'hypothèse de réunir ces fragments en disant, tiens, ces fragments pourraient appartenir au même manuscrit. Parce que c'est des puzzles, évidemment, c'est des puzzles géants. Et donc, en fait, on refait, parce qu'on n'a pas d'archives, là, aucun des spécialistes qui travaillaient à l'époque n'a laissé un peu de journal de bord en disant, tiens, j'ai telle idée, j'ai telle hypothèse de travail, je vais explorer telle piste. Mais grâce aux archives numérisées de ces anciennes planches, on a les fragments qui étaient en bon état dans les années 50, avant qu'ils se soient détériorés, et deux, on peut refaire l'histoire de la recherche dans les années 50-60. Et donc ça pour moi, c'est un vrai outil. Et je suis content qu'on ait réussi à faire ça. Et ça, c'est vraiment un peu la nouvelle nouveauté, disons, de la base de données des manuscrits de la mer Morte. Voilà, donc voilà un peu les défis de Qumran en termes d'archives, archives antiques, archives modernes. Je m'arrête là parce que je vois que l'heure tourne et j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour discuter. Merci Mickaël, merci beaucoup. C'est super. Ouais, on est un petit peu juste. On a une dizaine de minutes de retard, mais c'est bien. Je vais inviter Yann s'il est là. Est-ce que Yann, tu nous entends? Oui, oui. Voilà. Je vais inviter Yann éventuellement à réagir. Je suis pas seul, hein. Non, mais comme on a peu de temps et que tu es quand même discutant officiel de cette première session, non, mais voilà, là, il y a eu plusieurs choses. Mickaël, tu te demandais si les archives de Bar Korba étaient bien, enfin, si la correspondance de Bar Korba était bien des archives, la question de l'accessibilité, enfin voilà, et puis là, la dernière séquence là, sur les différentes générations de photographies. Voilà, est-ce que tu arrives à trouver un fil directeur entre tout ce qu'on a, entre les trois premières prises de parole, ou est-ce qu'on ne parle pas de la même chose? Enfin voilà. Non, bah d'abord, je voudrais dire que c'était absolument passionnant. Enfin, c'est vrai que je connaissais un peu mieux le premier cas que le dernier. On a l'image. Ah, ok. Bonjour. Voilà. Vous remarquerez que j'ai mis aussi une chemise Liberty, mais c'est un hasard. Hein. Ça n'a rien de. C'est pas un. Voilà. Disons qu'il y avait une probabilité forte. Non, soyons sérieux, on a peu de temps. D'abord, je pense que la première chose, c'est que c'est passionnant et qu'il faudrait que tout le monde puisse intervenir. Là, on a combien de temps pour la discussion? Écoute, en vrai, sur le temps théorique, on a 2 minutes, mais je pense qu'il y avait prévu 4 heures. Non, mais on peut prendre une dizaine de minutes. Non, mais moi, 5 minutes. Alors, je vais essayer de dire. J'ai essayé, là, en écoutant attentivement, tout particulièrement Mickaël et Chloé, de trouver des points de convergence ou de divergence pour essayer de comprendre, en fait, ce qui me semble être, dans les 3 cas, des effets d'archives sur la recherche, ou plutôt des manières dont les archives s'invitent. Les archives à la fois en tant que source, puisque c'est notre question posée par Vincent et Estelle et Julien, c'est ce que j'ai retenu au début. De quoi les archives sont-elles la source, ou de quoi l'archive est-elle la source? Donc, il me semble qu'on a des effets d'archives, tant sur le plan des archives en tant que source que des archives en tant que catégorie historique opératoire, c'est-à-dire, notamment dans le dernier cas, puisqu'il s'agit, dans le cas de Qumran, de savoir si, et c'est tout à fait évidemment délicat, si on a affaire à des dépôts d'archives à une archéologie de dépôts d'archives. Et la question des grottes artificielles est évidemment fondamentale. Donc, ce que j'entends par effet d'archives, c'est-à-dire sont des corpus qui sont soit absents,
ça c'est le cas d'Open Jérusalem, soit fuyant, je dirais plutôt, c'est le cas d'Open Jérusalem, soit dispersé, c'est-à-dire où l'accumulation ne correspond pas nécessairement à l'objet de recherche. Donc plutôt, je ne sais pas si je me fais comprendre, il y a une disjonction entre les fonds institués, qui soient des fonds d'archives ou pas, peu importe, à la limite, au sens traditionnel de la définition, je vais y revenir dans un instant, mais qu'il y a une disjonction entre ce qu'on se croit étudiable ou ce qu'on peut étudier, question d'accessibilité, et l'unité que ces fonds forment. Donc il y a une disjonction, c'est un premier cas, que la recherche, qu'elle soit collective ou singulière, entend résoudre. Dans le cas de Chloé, il y a plus une absence véritablement qu'une... Enfin oui, il y a une absence et une disjonction, mais notamment on voit bien que là se pose un autre problème qui est l'hétérogénéité de ce qu'il faut entendre par l'objet histoire de l'archéologie selon les périodes historiques avant ou après 1948 et les effets que, voilà, par exemple, que ce fonds sur l'Israel Exploration Society, c'est ça le nom, je ne me rappelle plus exactement, peut ou non masquer des sociétés antérieures, en l'occurrence la Jewish Chloé Palestinian Exploration Society, je ne sais plus si c'est le terme exact, mais voilà, c'est-à-dire en fait comment évidemment la suite de l'histoire commande pas seulement la réécriture du passé, mais l'invention et le redécoupage et la disjonction de ces archives. Bon, mais ça, voilà. Et puis il y a ce troisième cas, mais alors là qui est vraiment magnifique, enfin qui est vraiment une mise en abîme que Michael nous présente, et qui est en effet une sorte de, oui, je sais pas, quasiment de chien de faïence des archives, puisqu'on est à la fois face à des corpus qui sont hérités et même constitués vraisemblablement archéologiquement, bien qu'on voit tout de suite que l'histoire initiale de Qumran, par ce tremblement des Bédouins, des doublés, des triplés, et où finalement, quand on est vraiment sérieux et qu'on creuse, en fait, on ne sait pas exactement quelle est la provenance d'une partie des manuscrits, ce qui est quand même assez problématique, mais on est rassuré en se rendant compte plus tard que tout ça s'inscrit dans une série qui va bien au-delà de Qumran, donc on est à la fois tout le temps en deçà et au-delà de Qumran, et sans mauvais jeu de mots par rapport à la mer morte, l'au-delà et la géographie de l'eschatologie infinie, éternelle de cet espace, n'est-ce pas? Mais on est quand même en deçà de Qumran, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les manuscrits les plus célèbres sont peut-être même pas là, en fait, pour certains, ne viennent même pas de là, et on voit bien que ça va bien au-delà, et qu'il y a en plus un phénomène naturel qui est évident, qui fait qu'on est, comme pour l'Égypte du Delta ou du Fayoum, on est dans des conditions de conservation qui, en plus, s'invitent comme un effet d'archives spécifique, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est-à-dire que pour l'Antiquité, dans d'autres zones beaucoup moins eschatologiques quant à leur géographie, il devait y avoir des formes d'accumulation, mais qui ont tout simplement été écologiquement réduite à l'état d'interstellaire, si j'ose dire, de poussière interstellaire, et nous les respirons, nous les avalons. Non, mais là, je veux dire, très concrètement, on sait bien qu'on a un milieu, on a un écosystème de conservation qui, en plus, renforce le ressurgissement de ces archives. Alors, je n'oublie pas que cette question sur cave artificielle, dépôt, pas dépôt, Guéniza, archives, évidemment, déjà la question, mais là je parle sous le contrôle de Michael, c'est est-ce que déjà on peut considérer que la Guéniza est une forme d'archive, mais une archive pas pour les hommes, ou en tout cas où les hommes ne sont pas strictement concernés, enfin les vivants en tout cas, les hommes, je ne sais pas ce que c'est, les hommes et les femmes, mais et est-ce qu'à l'inverse, toute forme d'archives, y compris les archives nationales dans n'importe quel pays, ne sont pas une forme de Guéniza, mais dans un tout autre contexte, c'est-à-dire que les documents écrits qu'on n'arrive pas à jeter ou qu'on ne veut pas jeter sans vraiment trop savoir pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas une part de Guéniza si j'ose dire, inconsciente. Voilà. Donc déjà, il y a ce problème, c'est qu'il
Guénizard et archives, y compris le concept même moderne d'archives, je dirais politique avec mémoire, histoire, la recherche, les sources, nani, nana, dans quelle mesure on garde tout ça. Je veux dire, par définition, c'est toujours le même exemple, 300 km d'archives nationales, 1% d'archives consultées, et le reste, pourquoi on les garde? Oui, peut-être qu'un jour, il y aura un autre pourcent de chercheurs, et peut-être qu'un jour, il y aura un autre pourcent de numérisateurs, etc. Mais bon, tout ça ne fera pas 100%, et de toute façon, il y aura toujours une nudité face à l'au-delà de la conservation, puisque, a priori, toutes ces choses-là sont destinées à nous survivre, mais dans une limite, évidemment. Bon. Donc, c'est évident que le problème, et là j'en terminerai par là parce que c'est déjà trop long, c'est que sur les caves artificielles, moi je suis assez convaincu parce que nous dit Michael, excusez-moi de réduire à ça, mais c'est vrai que ça fait écran cette Qumranologie, et puis ça nous confronte directement à autre chose. Il va de soi que l'intentionnalité de la cave aménagée dit beaucoup, sans doute. D'ailleurs, moi j'avais une question que j'ignore totalement parce que je ne connais pas assez les publications récentes des fouilles de Qumran, si elles existent. C'est est-ce qu'il y a une étude taphonomique des murs de ces caves artificielles? Je parle sous contrôle de l'archéologue que je vois en chemise bleue sur cet écran. Au fond, j'imagine que comme on les a vidangés un peu vite, évidemment, on n'a pas fait forcément un prélèvement qui permettrait de montrer, d'étudier comme on pourrait le faire, les phénomènes de dépôt, post-dépôt, recouvrement, micro-recouvrement qui permettrait d'inférer en plus de l'aménagement de l'espace sur les modalités de dépôt de chacune de ces jarres, voire de tous ces fragments. Mais c'est évident que, et là j'en terminerai par là, parce que c'est un autre dossier qui... C'est pas un autre dossier, c'est un autre cas, c'est que dans toutes ces questions d'archives découvertes en contexte archéologique, en tout cas de corpus de type archivistique découvert en contexte archéologique, et donc oublié de la mémoire écrite, parce que finalement c'est ça le plus intéressant, enfin, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est le fait que le lieu de l'archive, que ce soit une archive ou non, les grottes artificielles ou naturelles, ont été oubliées. Et quelque part, on retrouve un peu, à une autre échelle, je n'ai pas oublié Open Jérusalem et aussi Soukienik, pas Soukienik, la Jewish Exploration Society, c'est qu'il y a aussi une perte, la disjonction se fonde sur une perte de mémoire du lieu de l'archive. Si on prend les procès-verbaux de la municipalité de Jérusalem, on dit qu'il n'y a pas de municipalité de Jérusalem avant... même on peut dire avant le mandat, parce qu'il n'y a pas d'archives, ça c'était le motif initial d'Open Jérusalem, mais en même temps, c'est parce qu'on a oublié que les archives de la municipalité ont été déménagées tellement de fois, elles ont finalement même été ingérées par les municipalités postérieures, que le bébé, si j'ose dire, est parti avec l'eau du bain. C'est-à-dire que l'oubli de la mémoire du lieu d'archive a entraîné pas simplement l'oubli de l'archive, mais de l'institution qui avait produit l'archive. Et quelque part, évidemment, alors je ne compare pas la municipalité de Jérusalem avec le monastère des enseignants de Qumran, quoique, après tout, il y a des formes de parenté et de symétrie. Au fond, ce qui est le plus troublant quand Clermont-Ganneau, enfin même pas quand Clermont-Ganneau, quand à l'époque médiévale ou c'est même bien avant l'époque médiévale. Enfin, c'est quand est-ce qu'on a oublié que, sinon Qumran, du moins toute cette façade, toute cette rive occidentale de la mer Morte, d'ailleurs en tout cas ça, je me demande, est-ce qu'on a vraiment sondé parfaitement la rive orientale de la mer Morte selon les mêmes logiques des conditions de fouilles, comme ce fut le cas après 1947 en Israël-Palestine. Bref, bien que ce ne soit pas du tout la même logique géologique, j'ai bien conscience. Bref, quand est-ce qu'on a vraiment oublié qu'il y avait là quand même une zone d'accumulation pendant quelques siècles
qui, Guéniza ou pas, geste sacré ou pas, lien avec le lieu ou pas, ou tout simplement truc complètement cash administratif, voire, c'est vrai que Bar Corba, moi, ça me fait pleurer, j'ai envie de chialer quoi, toute la nuit quand j'entends que la liste des courses de Bar Corba, quand on voit que Bar Corba quasiment limite, on se dit est-ce qu'il a existé parfois parce qu'il ressemble trop au Christ. Le mec en plus s'appelle Bar Corba, donc c'est vrai qu'on se dit et là boum, on a carrément un ticket de carte bleue de Bar Corba, donc c'est vrai que c'est pas mal quoi. Je veux dire, il y a un effet de réalité qui est un peu violent. Et donc bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'oubli du lieu de Qumran, qui soit Archive ou Guéniza ou quoi que ce soit, comme lieu d'accumulation, enfin de Qumran et même au-delà de la commande finalement, évidemment le fait que ça va le préserver, puisque du coup on ne va pas le piller, ce qui n'a pas été le cas dans plein d'autres endroits, en Égypte ou quoi que ce soit. Voilà. De la même façon, autre exemple, qu'on appelle par exemple dès qu'on trouve en contexte archéologique archives des choses, parce qu'en fait, elles ont été en partie oubliées, qu'on les voit trouver sous forme d'accumulation cohérente, qui nous semble être le produit d'une intentionnalité. Bon, l'autre exemple classique, d'ailleurs, qui est antérieur à Qumran, mais qui a beaucoup de parenté avec, d'ailleurs, on doit faire un séminaire avec des assyriologues et des égyptologues là-dessus, c'est l'aide d'Amarna pour Akhenaton. Amarna est oublié, par définition, puisque même le règne d'Akhenaton est oublié. Alors, il se trouve que, par ailleurs, c'est connecté, comme vous le savez, au légendaire des origines lointaines du judaïsme, mais ça, c'est juste pour le plaisir de la joie, parce que tout est dans tout, hein, forcément. Mais Amarna, on découvre archéologiquement 380 tablettes d'argile adressées plus ou moins à Akhenaton et à son père, enfin à Amenhotep III, Amenhotep IV, en 1884, dans des conditions d'ailleurs, entre parenthèses, en 87, par des Bédouins, avec aussi pareil les premières, aussi d'ailleurs des problèmes de stricte localisation, mais on finit dans les fouilles postérieures par trouver une maison dans laquelle il y en a quand même pas mal, et donc on dit, tiens, là, ça devait être une maison d'archives, on dit même, là, pourquoi pas la maison du chancelier ou du je sais pas quoi, enfin on rêve quoi, enfin bon, et puis après on commence à regarder, et puis les textes sont très célèbres, c'est quand même 380 lettres, et c'est d'ailleurs dans ces tablettes, je vous le rappelle, qu'apparaît pour la première fois Rouge Alimoum, hein, vers les années 1340, donc au passage, Jérusalem, hein, c'est la première fois que le terme apparaît avec des lettres dans la profondeur des abîmes des temps. Donc voilà, et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est parce que Amarna a été oublié que dès qu'on trouve une accumulation, ça immédiatement on se dit c'est l'origine de l'archive. Et d'ailleurs, dans les histoires de l'archivistique ou de je ne sais pas quoi, qu'elles soient plus ou moins professionnelles ou plus ou moins administratives, on dit toujours, il y a voilà, la Syrie, en un seul mot, enfin, les accumulations assyro-babyloniennes, et pareil à chaque fois, on pourrait multiplier les exemples, souvent c'est des contextes archéologiques qui sont liés à des incendies, à des oublis, et paf, on trouve des tablettes d'argile bien cuites, et là on dit, c'était un dépôt d'archives, ah bon, mais en même temps, si ça a brûlé, que c'est, etc., où est l'intentionnalité, etc., etc. Donc on est toujours à la fois sur des déchets qui sont finalement consacrés, miraculeusement préservés par la nature, hein, pour l'essentiel en général, hein, que ce soit l'incendie qui brûle les tablettes d'argile, les tablettes d'Amarna, c'est pareil, c'est à moitié un incendie, et Qumran, on ne sait pas, on a quand même un lien avec le milieu naturel qui est quand même fort. Bref, je ne sais pas si ce que je dis a du sens, je ne suis pas tout à fait certain, pour être très franc, mais en attendant, ça me semble être un des points communs, c'est-à-dire que c'est quand même l'oubli qui fonde, dans un premier temps, l'accumulation, ou en tout cas qui permet que cette accumulation soit préservée jusqu'à nous, parce que si elle n'avait pas été, c'est évident que les manuscrits de Qumran, ils auraient été... voilà. Et de la même façon, si les Israéliens oublié, ou les Israéliens, ou n'importe qui d'ailleurs, si les chercheurs n'avaient pas oublié à un moment donné que les procès-verbaux de la municipalité de Jérusalem étaient plus ou moins planqués dans un sous-dossier, ils auraient certainement connu un autre sort avant que Vincent Lemire s'en empare dans les années 2000. Voilà.
et peut-être même aurait-il été détruit, voilà, comme la vie des documents, soit parce qu'on les détruit, on les détruit volontairement pour plus que le passé existe. Donc voilà, on a un corpus qui ensuite s'impose, et c'est ça que j'ai appelé l'effet d'archive, comme nécessairement un objet archéologique d'archive, mais je ne sais pas dans cette improvisation si tout ce que j'ai dit a du sens, mais en tout cas, il y a à chaque fois un jeu entre la disjonction mémoire écrite de la mémoire écrite et évidence telle de l'accumulation que du coup on n'arrive plus à penser en dehors de l'archive, au point même qu'on fait de Amarna et de Qumran l'origine quasiment même de l'accumulation. Alors que finalement dans les deux cas on peut dire c'est peut-être des hasards de conservation qui font que, et surtout quand on voit à l'inverse, et j'en termine vraiment par là je vous le promets, la correspondance de Bar Korba, je ne sais pas ce que tu en penses Mickaël, mais on se dit, bon, à la fois c'est hyper émouvant, mais vraisemblablement, s'il y a la liste de courses là, c'est plutôt banal. C'est-à-dire que, premièrement, à l'époque, tout le monde a fait ces listes de courses. Seulement, nous, il se trouve qu'on a la correspondance de Bar Korba, ça tombe bien, et que c'est comme exactement, parce qu'il y a aussi, je sais, dans cette même zone, des registres de comptes d'exploitation de domaines de type villa romaine, enfin, de type villa avec des esclaves et autres, etc. Et on trouve des contes qui ressemblent en gros à des trucs qu'on va retrouver au Moyen-Âge, mais parce qu'on n'en a pas avant. Et là, c'est un monde qui se découvre et on se dit, bah oui, les Romains avaient des archives, seulement on en a conservé 0,00000. Enfin, on n'en a même pas conservé, en fait, vraiment. Donc, voilà. Et là, après, on retombe sur la lutte éternelle entre le trop-plein et le manque, quoi. Voilà. Merci Yann, c'est une belle conclusion. Est-ce que je voudrais juste redonner la parole à Mickaël une minute et puis après on va faire la pause, donc on va décaler tout d'un quart d'heure en gros. Mickaël. Ouais. Oui, merci. Très intéressant. Effectivement, ça pose la question de. Enfin, pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une archive? C'est-à-dire, effectivement, si Bar Korba a dû fuir à toute vitesse et que finalement il a laissé derrière lui ses affaires, y compris sa correspondance, qui n'avait peut-être pas vocation à être archivée, ça devient une archive parce que finalement c'est resté là. Et donc, est-ce qu'on peut appeler ça une archive si c'est juste là par hasard? Alors que dans le cas où il y a, à mon avis, une organisation programmée, planifiée, on prépare des espaces de stockage, on s'assure que le stockage sera bon, que ça va durer longtemps, etc. Là, pour le coup, il y a la volonté d'archiver. Et puis après, il faut distinguer pourquoi, la raison de cette volonté d'archiver. Est-ce que c'est juste pour pouvoir y revenir plus tard? Par exemple, on a des manuscrits bibliques dans des versions différentes. On pourrait dire, comme aujourd'hui, on fait des logiciels version 2.3, 2.4, etc. Et on se dit, j'ai peut-être à un moment donné envie d'aller voir à quoi ça ressemblait dans telle version plutôt qu'une autre. Ça peut être et là c'est assez utilitaire, ou bien dans la Geniza, il y a quand même l'idée que c'est un texte sacré et qu'on ne peut pas simplement mettre à la poubelle le texte biblique parce qu'il est trop sacré. Et que là, du coup, on va le stocker. Mais est-ce que ce n'est pas forcément une volonté de pouvoir y retourner ou de transmettre? C'est peut-être simplement une peur de détruire le sacré. Mais alors là, effectivement, ça pose la question de savoir ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est une archive du divin, quoi. Bon, voilà. Non, mais tout à fait, mais sans aller jusqu'à l'archive du divin, juste un mot, parce que c'est fondamental, là on est sur une ligne de crête, sur l'intentionnalité. On est bien d'accord que c'est le paradoxe, en tout cas, y compris pour et Estelle qui connaît bien les fonds médiévaux, et on va enchaîner juste après sur le monde médiéval, on a dans plein de choses qui sont considérées comme des archives, et depuis longtemps, des choses qui ont un mélange d'intentionnalité et de non-intentionnalité. Moi, j'ai étudié à travers le Trésor des chartes des rois de France, qui apparaît a priori est un dépôt. Il se trouve que c'est dans une sacristie, c'est pas un hasard, de la Sainte-Chapelle, donc c'est encore lié au Christ, entre parenthèses. Mais il y a sa couronne d'épines qui est à 10 mètres de là, ce qui est relativement en lien avec tout ce dont on parle là. Il se trouve que dedans, il y a aussi des choses qui ont réussi à être conservées là, presque de manière non intentionnelle. En l'occurrence, des enquêtes administratives, des comptes, pour des raisons
qui nous échappent en partie, qui sont liés à des dépôts provisoires qui finalement sont devenus définitifs par abandon ou par oubli, justement. Par oubli que, voilà, exactement comme ce que tu disais. Je dis juste un truc. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour ces dépôts d'archives anciens, le problème n'est pas simplement de l'intentionnalité, c'est aussi de la fonctionnalité. Tu viens de le dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on les met de côté pour pouvoir s'en resservir ou au contraire, on se les met de côté pour qu'ils ne circulent plus ou que d'autres ne peuvent pas s'en servir, pour les interdire en quelque sorte. Et là, on retrouve la guénisa. Parce qu'en fait, le manuscrit liturgique ou le manuscrit sacré usagé, il faut surtout qu'il ne circule pas. Pas simplement parce qu'il y a le nom de Dieu dedans et qu'il ne faut pas que par hasard. C'est juste qu'il y a une nouvelle version, ou il y a des nouvelles versions, il y a des réformes, il y a des trucs, mais il ne faut pas le dire parce qu'on fait tout croire que la foi, c'est toujours la même depuis le début, mais en fait, elle n'arrête pas d'évoluer. Hein. Et donc, il y a aussi, on planque des choses, ou on les archive, je veux dire, surtout pour pas qu'ils circulent, pour plus qu'ils circulent. Donc, et c'est là où je reviens à ma thématique, guénisa et archives. Il y a toujours un peu de guénisa, même dans les archives les plus fonctionnelles en apparence. C'est-à-dire que si on les met aux archives, c'est que fondamentalement, on n'en a plus besoin directement, immédiatement. Et peut-être même qu'il ne faut surtout pas qu'on en ait besoin immédiatement. Parce qu'en tout cas, que certaines personnes ne puissent pas les revendiquer ou aller les chercher pour dire bah oui, mais rappelez-vous. Donc voilà, bref, j'arrête.